Donc, normalement, Camille, si on prend un micro et que vous parlez au micro, on devrait vous entendre. Normalement, Camille, elle devrait vous entendre. Camille, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? 1, 2, 3. Ouais, voilà. Donc, en fait, surtout, vous parlez avec le micro classiquement, comme ça, au moins, on vous entend. Oui. Là, on est en ligne, donc c'est bon. Qu'est-ce que ça donne comme disposition? Voilà, après, ça dépend de l'écran d'affichage. Oh, je peux mettre en plein l'écran si tu veux. Après, moi, c'est réglé, comme ça, au moins, on est tranquille. Ouais. Je vais dire le stylet parce que sinon, ils ne vont pas être contents, nos amis. Non, mais c'est déjà, je suis déjà en plein écran, en fait. Là, je suis comme ça. Et moi, je vais diffuser comme ça. Voilà. Après, c'est à disposition d'écran de Camille qui fait ça. Et ça, c'est Livestorm qui veut ça. Ok, donc ça, c'est bon. Moi, de toute façon, je serai connecté. Je pourrai vous voir et vous entendre. Ça, c'est bon. Je vous laisse. Oui, ça marche. Et je vous souhaite. Comme c'est 6. Il y a des Personne personnes qui sont connectées. Question, non, tu le vois là, en fait. Question, puisque toi, tu n'es pas. Voilà. Ah, pardon. Après, ils vont de toute façon se connecter. Voilà, on a 5 participants, 5 connectés. Bon, on va y aller. Donc, Annabelle, voilà, ils sont tous là, ils sont tous en train d'arriver, donc on peut y aller. Bon, ben, on y va alors. Allez. De toute façon, on est en ligne là, donc tu peux y aller. Celui-là? Ah oui, il y a besoin. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Oui, normalement. Bien, ok. En distanciel, vous m'entendez également, j'espère. Bon, ben, bienvenue ce matin pour cet atelier expert à la place business. On a le plaisir d'accueillir ce matin Audrey et Annie Martineau de Data Actor qui vous a préparé cet atelier sur la gestion de vos data. Sujet sensible, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut les exploiter? C'est une richesse qu'il faut savoir bien évidemment mettre à profit de notre entreprise. Donc, ça va être voilà, entre 1h30 et 2 heures d'atelier interactif. Hein, c'est le souhait d'Audrey. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Camille est là. Vous la voyez sur l'écran. Elle sera là pour modérer effectivement en distanciel vos questions aux intervenants. Donc, elle est là pour vous représenter à voix haute dans cet espace. Bon atelier à tous et puis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, on va effectivement, je suis ravie d'être ici ce matin. On va effectivement discuter du management de données et de la valorisation. Je vais vous expliquer en fait ce que c'est. Alors déjà que je vais me présenter un petit peu, donc je suis Audrey Lamy Martineau. Je suis data scientist de formation, il y a plus de 22 ans maintenant. Et depuis 22 ans, je travaille dans toute la chaîne de valeur de la donnée. Que ce soit depuis le début, que je vous montrerai tout à l'heure, le management, jusqu'à la valorisation. Parce que étant data scientist, forcément, j'ai utilisé les données depuis le début. Voilà, et puis j'ai passé dernièrement la certification du DAMA. Je vous en reparle aussi. C'est une certification, c'est une association qui rassemble les data managers tout par le monde. Et quand je dis data manager, c'est pas forcément que les techniciens, c'est aussi les fonctionnels. On en rediscutera. Et donc, du coup, j'ai passé la certification du DAMA et je vous montrerai, en fait, je m'appuie sur cette théorie-là, justement, pour pouvoir échanger sur le data management. Alors, le principe pendant tout l'atelier, ça sera que vous puissiez poser toutes vos questions. Je souhaite vraiment que ça soit interactif. Voilà, je suis pas là pour parler pendant 2 heures, ça risque d'être long. Donc, du coup, j'ai vraiment besoin et envie qu'on puisse échanger, poser des questions, etc., y compris à distance, pour qu'on puisse y répondre et que tout le monde entende les mêmes informations. Alors, on démarre. Donc, manager et valoriser votre patrimoine de données, parce qu'effectivement, dans le contexte où on est aujourd'hui, si on regarde un petit peu les constats, en fait, qu'on a aujourd'hui, en fait, on a l'état des lieux de la situation d'aujourd'hui au niveau des données. C'est qu'on a une première partie. Alors, je vous en ai mis une. Il y en a pléthore sur Internet. Hein, vous pouvez en trouver des dizaines qui montrent en fait que très peu de données sont utilisées. Donc là,
cette étude-là montre qu'il y a 32% des données qui sont exploitées par les entreprises. Si on regarde certains secteurs d'activité, on tombe même à 20% de données. Donc on stocke 100% des données, évidemment, parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'on met à disposition des outils qui permettent de récupérer des données. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'on fait de ces données, finalement, en vrai, dans la vraie vie, dans le quotidien des gens, eh bien, on se rend compte qu'on n'en exploite que 32%, voire 20% dans certains secteurs. Ensuite, on voit aussi que le Gartner, donc là c'est pareil, il y a plusieurs études là-dessus, mais je vous en ai mis une qui montre qu'en fait, l'exploitation des données va générer, en tout cas ils estiment, que ça va générer vers 2,9 trilliards de dollars de valeur dans les prochaines années. Donc ça paraît un chiffre démentiel. En gros, c'est de montrer que quand on va utiliser les données, et on va parler d'intelligence artificielle, on va en rediscuter après, je vous expliquerai un peu ce que c'est, un petit peu tout ça pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait. Et bien du coup, voilà, le fait d'exploiter les données et d'utiliser notamment l'intelligence artificielle va dégager 2,9 trilliards de dollars. Un autre point qui paraît intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui, dans le data management, en fait, il n'existe pas de formation universitaire. Aujourd'hui, si vous cherchez une formation qui contient ce type de connaissances, en fait, ça n'existe pas. Et donc, là, depuis dernièrement, là, j'ai décidé en fait d'aller commencer à former les personnes parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de manque de compétences en fait sur ce métier-là. Il y a de plus en plus de demandes, mais pas forcément les compétences et les connaissances qui arrivent en même temps. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller voilà, mettre ma petite pierre à l'édifice pour accompagner sur cette montée en compétences des gens. Et du coup, je m'oriente sur les parties plutôt, je dirais, fonctionnelles métiers, c'est-à-dire plutôt les parties qui vont demain être les directeurs financiers, marketing, commercial, peu importe, les métiers, ce que j'appelle métiers, ceux de la prod, etc. Et qui vont avoir besoin des données. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais là, je forme les futures personnes qui vont être dans ces métiers-là. Et donc, le principe, c'est de leur faire toucher du doigt, en fait, ce que ça veut dire le data management et comment ça va être intégré dans leur quotidien, sans qu'ils veuillent ou non, je dis ça entre guillemets, parce que c'est absolument pas négatif, ça va être, c'est déjà intégré dans leur quotidien. Et puis, voilà, je vous ai mis un autre pendant, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'entre le data management et la gouvernance de données, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces éléments-là. Il y a une différence en fait, et je vous montrerai ce que c'est. Et donc, Accenture indique que les entreprises augmenteront leur rentabilité de 30% par le fait d'intégrer la gouvernance de données dans leur quotidien. Je vous montre après ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Et je vous ai mis au centre en fait de ce slide-là, juste pour voir en fait ce qui se passe sur le volume des données. Donc, en 2010, donc c'est une estimation du volume de données qui a été faite en mars 2021. Bon, on est en 2023, presque 24, on va dire. Donc, ils ont encore l'estimation de 2025. Et on se rapproche, effectivement, puisque ça a été fait en 2021, on se rapproche de 181 zeta-octets, en fait. Donc, vous voyez qu'en 2010, on était à 2 zeta-octets. Et en fait, on était à 64, en vrai. Et là, on estime à 181. Même, on se demande si on ne sera pas au-dessus. Donc, du coup, le principe, c'est bien de voir qu'on a de plus en plus de données qui arrivent, de plus en plus d'outils qui nous permettent de les récupérer, puisque ça explose. Pour autant, on n'a pas de personnes ou de compétences nécessaires pour arriver à les analyser. En tout cas, ça ne va pas aussi vite. Alors que, et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, enfin, j'espère, la donnée, c'est un bien d'entreprise à considérer comme un actif à part entière. On se rend bien compte que quand on parle d'argent au sein d'une entreprise, de budget, bref, de réaliser, etc., quand on parle d'argent, on ne se pose pas la question, ça rentre dans les actifs, évidemment, c'est le principe. Et la donnée, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment la considérer comme un actif à part entière parce que ça va développer en fait les façons de réfléchir, les façons de travailler. Ça va développer toute cette partie-là en le prenant comme un actif. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce moment-là? Est-ce qu'à distance aussi il y a des questions? Non, pas pour l'instant. Voilà, n'hésitez pas si c'est pas clair. Hein.
Donc voilà. Oula, je m'entends. Ok, donc du coup, une fois qu'on a vu l'état des lieux, si on passe maintenant sur les enjeux, finalement, on se dit, ben, ok, on me dit, j'ai plein de données, on me dit que ça manque un peu de compétences, on me dit que ça va augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Ça va développer mon entreprise ou ma structure, hein, ça peut être aussi pour les collectivités, bien entendu. Et du coup, oui, mais en vrai, dans mon quotidien, qu'est-ce que ça change en fait? Et donc là, je vous ai mis en fait 4 axes que je vais vous en parler un peu plus en détail. Pourquoi conquérir ce trésor? À quoi ça sert en fait d'utiliser les données qu'on a à disposition dans une entreprise? La première des orientations, c'est l'orientation client. Finalement, je vais améliorer ma relation avec mon client. Alors, si je vous donne un exemple, j'ai un de mes clients qui est une collectivité, je fais exprès de vous prendre cet exemple-là pour vous montrer qu'en fait, l'orientation client, ça peut ne pas être que client, ça peut être aussi toutes les personnes avec qui on travaille, parce que évidemment, les collectivités n'ont pas de clients. Donc, du coup, l'orientation client, en fait, j'ai un de mes clients qui, par le fait qu'on a utilisé les données, en fait, par le fait qu'on a posé les données qu'ils avaient à disposition, par le fait qu'ils ont compris le patrimoine qu'ils avaient, et par le fait qu'on a commencé à développer l'utilisation de ces données, ben forcément, ça améliore leur relation avec leurs adhérents, d'accord, avec leurs clients. C'est la même chose en fait pour une entreprise. À partir du moment où elle comprend mieux quel est le périmètre de ses clients, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, ben forcément, ils vont mieux répondre à leurs problématiques, ils vont mieux répondre à leurs besoins, et ils vont aussi pouvoir évoluer dans leurs réponses parce qu'ils vont comprendre quels sont les intérêts des clients, ceux qui sont en face d'eux. Donc, c'est un premier des axes, l'orientation client. Bien sûr, on va pouvoir innover, on va pouvoir simplifier. Un point qui est important, c'est que effectivement, quand on dit que on veut conquérir ce trésor et qu'on axe sur orientation client, ça ne veut pas dire qu'on ne va répondre que à l'orientation client. Parfois, on va venir aussi réussir à avoir une vision de l'organisation. Aujourd'hui, en fait, augmenter les opportunités, prendre des décisions éclairées, améliorer l'image, la notoriété. Si on se dit que j'ai un de mes clients, un autre client, qui est conscient qu'il a des données, c'est une start-up qui est en train d'exploser, voilà, scale-up, hein, et du coup, elle est consciente qu'elle a des données, elle est consciente qu'il faut faire quelque chose, elle est consciente aussi, parce que les investisseurs n'arrêtent pas de demander, que si elle veut passer en levée de fonds, elle est sur de la série A, il va falloir en fait que ces données soient intégrées dans le quotidien de ces collaborateurs, hein, pour que, un, on comprenne bien ce qu'on a, deux, ben, on augmente les opportunités, parce qu'à partir du moment où on comprend ce qu'on a vu aujourd'hui, qui sont dans le vif du sujet, start-up, vous imaginez bien l'accélération, etc., qu'ils doivent avoir, en fait, ils ne prennent pas forcément du recul, et donc, du coup, comme leur métier, ce n'est pas forcément d'utiliser les données, ben, ils perdent en efficience, ils perdent en vision d'organisation, ils perdent en orientation client, et ainsi de suite. Donc, en fait, le principe, là, c'est de se dire, à partir du moment où j'ai une vision organisation, je vais augmenter les opportunités, je vais pouvoir développer un certain nombre de choses parce que je vais mieux comprendre ce qui se passe, je vais pouvoir prendre des décisions éclairées, c'est le même principe, et je vais améliorer mon image et ma notoriété, puisque ben, si je travaille dans la communication, par exemple, eh bien, si j'utilise les données, forcément, ça va venir aider ma compréhension et ma façon de communiquer avec les gens, parce que je vais être capable de comprendre qui sont en face de moi. Donc, forcément, ça va améliorer cette vision d'organisation. Ensuite, en excellence opérationnelle, là, c'est pareil. Si je suis sur, je vous prends un autre exemple, j'ai un de mes clients qui s'est construit en rachetant en fait, des entités au fur et à mesure. Il est aussi comme ça. Sauf que ces entités-là, chacune avait déjà des clients à la base. Et en fait, quand ils ont racheté les différentes entités, ils se sont retrouvés avec un silo de l'ancienne entreprise, le silo 2 de la deuxième entreprise qu'ils ont racheté, et ainsi de suite. Et donc, aucune vision client de façon transverse. Donc, quand M. Dupont a appelé pour X raison, en fait, il ne savait pas quelle était la problématique des contrats qu'ils pouvaient avoir dans les différentes structures qu'ils avaient rachetées. Et donc, du coup, ben, M. Dupont a appelé pour le contrat 1, et il avait sa réponse. Puis, en fait, M. Dupont devait rappeler pour le contrat 2, mais une autre personne, parce que personne n'avait cette vision.
Et donc, du coup, en excellence opérationnelle, on n'y est pas vraiment. Et, parce que ça prend du temps, évidemment, à 2 agents, plutôt qu'un qui répond aux 2 questions. Et, évidemment, vision organisation, on n'y est pas, orientation client, bien entendu, on n'y est pas. Donc, voilà, donc, le principe de l'excellence opérationnelle, c'est vraiment, alors, performer, bien entendu, et aussi mettre les personnes dans leur bonne utilité, dans leur valeur ajoutée. Il y a souvent, en fait, ce qui m'arrive, c'est des personnes qui me disent bah, c'est super que tu sois venu parce que maintenant, j'ai plus d'activité chronophage, en fait. J'ai plus d'activité où je n'ai pas de valeur ajoutée. Je peux enfin me concentrer parce qu'avec la data, on a fait en sorte que la valeur ajoutée, les actions chronophages et sans valeur ajoutée soient traitées avec la data. Et donc, du coup, tout le reste leur a permis, en fait, de passer plus de temps sur des actions à plus forte valeur ajoutée pour mieux comprendre, pour mieux analyser, pour mieux prendre des décisions, etc. Et donc, du coup, ça améliore évidemment ça. Et le 4e point, la maîtrise des risques. En fait, quand aujourd'hui, on se rend compte que, alors j'ai un de mes clients, pareil, qui, sa situation, en fait, c'est de dire, j'ai aujourd'hui un aspect réglementaire qui doit être RGPD, je dois être RGPD, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe au niveau de mes données, au niveau des données personnelles, au niveau des données sensibles, et même au niveau des données qui ne sont ni personnelles ni sensibles, mais que pour autant, on peut arriver à manager, parce que RGPD, effectivement, ça va regarder un périmètre restreint des données, c'est important, enfin, on voit la demande, mais en termes de fraude, etc., on peut aller bien au-delà. Et donc, du coup, ce client-là, en fait, il avait besoin de comprendre, en fait, quelles étaient les données qu'il avait, est-ce qu'il avait des données sensibles et personnelles, et qu'est-ce qu'il en faisait, pour justement répondre à cette problématique de réglementaire pour devenir un entreprise. D'accord? Et tout ça dans une optique commune, c'est une meilleure connaissance pour une meilleure prise de décision. D'accord? Est-ce que vous avez des questions pareilles? À chaque slide, je vais vous poser la question, savoir si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, 4 orientations, bien entendu, des choses complètement transverses, potentiellement, on fait un sujet et on traite les 4. Quand on va adresser un des sujets de l'entreprise, de la collectivité, on va traiter les 4 en même temps. Voilà, ça dépend des situations et des besoins. Question? Non. Pour l'instant, il semblerait que le son soit meilleur quand tu es plus proche de la télé. Alors, je vais rester proche de la télé. C'est mieux là? Ok. Ok, donc je continue. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. D'ailleurs, là, je vais vous poser une question parce que on est en train de parler de données, arriver à conquérir le trésor, l'état de lieu de ce qui se passe. Est-ce que vous savez ce que ce sont des données? Est-ce que vous avez une définition? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, pour moi, la donnée, c'est ça? Est-ce que vous êtes... dites-moi. À vous un petit peu. Alors, voilà, à vous. Donc, on n'aura pas l'outil Bicast, mais peu importe. Qu'est-ce que le terme données évoque pour vous? C'est à vous. Renseignement sur l'activité. Alors, renseignement sur l'activité, exactement. Ok. Alors, c'est la valorisation qui va faire qu'on a le renseignement, c'est-à-dire l'usage de la donnée. Et la donnée elle-même. L'information, en rapport direct avec l'entreprise. Ok. Ok, information. Information aussi sur les clients. Le nom, je peux au téléphone de toutes les informations qu'on possède sur les clients et sur les clients et leur entreprise. D'accord. D'accord. D'autres idées? Oui. En fait, c'est un peu comme un CRM où on a récupéré toutes les données, c'est-à-dire ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont acheté, ce vers quoi, pourquoi ils sont venus sur le site, etc. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du CRM, à l'intérieur de l'outil. Ok. Une idée? Pour moi, c'est un peu les informations qu'on a eues comme ça par des clients qui viennent à nous et qu'on a récupérées. Ouais. Et qu'on sait utiliser ou qu'on ne sait pas utiliser. Ouais. Et après, on peut les mettre dans des tableaux. Ouais.
Alors, est-ce qu'à distance, ça me fait penser à quelque chose? Je reviens après, je reste proche de la télé. Pardon. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des retours à distance? Qu'est-ce que le terme donné évoque pour vous? Pas pour l'instant? Ok. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, vous parlez tous, finalement, vous avez tous utilisé le mot information. Finalement, une donnée, c'est le socle. C'est-à-dire que c'est la base de ce qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. On va mettre la définition derrière, mais c'est le socle, c'est ce qu'on a. Et quand ça devient une information, c'est qu'en fait, on l'a contextualisée. C'est-à-dire que la donnée, vous avez dit en fait, c'est la liste de mes clients, c'est à l'intérieur de mon CRM. Je suis en train de contextualiser en fait. Je suis en train de mettre un contexte qui fait que je comprends ce que c'est. Et donc, ça devient une information. La donnée de base, ce n'est pas une information, on n'a pas contextualisé. Elle a été récupérée dans un process, etc. Mais à partir du moment où je vous dis tout ça, c'est en fait que je contextualise. Je mets un contexte. D'accord ? Et après, quand on va se mettre à la partager, vous avez dit tout à l'heure, utiliser ou non utiliser, et quand on va se mettre à la partager, c'est là où ça va devenir une connaissance. Donc, je pars de ma data, enfin de ma donnée, je la contextualise, ça devient une information. Je la partage, ça devient une connaissance, pas forcément, parce que je ne suis pas toute seule à avoir cette information à ma disposition. Et quand je commence à l'utiliser, là, je passe au dessus. D'accord ? Mais si je vous montre, en fait, la définition, finalement. Alors, j'ai pris une définition qui existe sur Wikipédia, d'accord ? Vraiment, je l'ai adaptée, bien entendu. Mais j'ai voulu faire quelque chose de très simple. Wikipédia. On a une donnée, et cette donnée, elle va représenter une description élémentaire. Je n'ai pas dit la réalité. J'ai dit une description élémentaire, ce qui est différent. C'est-à-dire que la vraie vie, si on est plusieurs à regarder, forcément, on n'aura peut-être pas la même vision des choses. Donc, et c'est là où, l'aspect qualité a tout son sens. Bon, donc une donnée représente une description élémentaire, donc le plus petit élément, la plus petite chose, d'accord, que je peux récupérer. De cette description élémentaire, ça va me permettre de partir de là pour commencer un raisonnement. J'ai récupéré cette donnée, c'est la description de l'élément le plus simple, et je pars de ça pour avoir un raisonnement. Et ce raisonnement, ça va orienter une prise de décision. D'accord ? Donc en fait, finalement, on n'est pas en train de dire que la donnée, c'est la vraie vie, d'accord ? On est en train de dire que la donnée, c'est une description élémentaire selon la personne qui l'a récupérée. Okay ? On va dire que de ça, je vais me poser des questions et ça va me permettre de commencer un raisonnement. Et puis après, je vais orienter ma prise de décision. D'accord ? Donc, à partir du moment où je dis qu'une donnée, c'est un indicateur, l'indicateur, ce n'est pas un élément élémentaire. Ce n'est pas une description élémentaire. Un indicateur, on va l'intégrer dans les données, bien entendu. Et ce que je vais vous faire la différence entre les deux, c'est qu'en fait, une donnée élémentaire, c'est ce que je récupère. Un indicateur, c'est ce que je calcule. Donc, j'ai un travail. Donc, je contextualise. Donc, vous voyez que je passe à autre chose que ce qui est une donnée. Bien sûr, in fine, on mettra tout dans le même panier parce que c'est difficile pour les uns et les autres de faire la distinction entre la donnée, est-ce que c'est une donnée, est-ce que c'est un indicateur. Là, j'ai des étudiants, j'ai discuté avec eux la semaine dernière, et je leur ai dit, donnez-moi dans votre contexte, alors c'est les futurs directeurs financiers, donnez-moi dans votre contexte une donnée. Et là, ils m'ont dit, le bilan. J'ai dit, le bilan. Et vous croyez qu'il y a une seule donnée à l'intérieur du bilan? Et donc, du coup, on a tiré le fil de la pelote, et je leur ai dit, voilà, vous voyez bien que quand on parle d'une description élémentaire, un bilan, c'est une description élémentaire, on n'y est pas. Ce n'est pas une donnée. Bien sûr que ça va être un indicateur, ça va être un suivi qu'on peut remettre en place. Bien entendu que c'est très important au sein d'une entreprise. Je ne remets pas ça en cause. La seule chose, c'est de se dire que la donnée, c'est vraiment une description élémentaire. Okay ? Et c'est pour ça que je parle du socle de cette donnée. Et on a 3 visions autour de cette donnée. Et souvent, on ne voit... Alors... avec les clients, avec mes clients, en fait, on parle beaucoup, non, mais la donnée, de toute façon, c'est pas moi, c'est la DSI. Donc, c'est technique, en fait. Voilà, c'est stocké de façon technique. La donnée, c'est pas moi, c'est la DSI. Sauf que, je rajoute 2 autres visions. La donnée, en fait, aujourd'hui, je suis dans mon quotidien, je suis un opérationnel, je suis dans mon quotidien, je suis directeur financier, marketing, communication, peu importe, ou pas directeur, hein, peu importe, je travaille dans ce métier-là, et j'ai mon quotidien, j'ai mon opérationnel. En fait. Donc, ma donnée, en fait, finalement, dans ma tête, le bilan, par exemple, opérationnellement,
pour le directeur financier, c'est une vision opérationnelle des choses. Donc, OK. Ensuite, la vision fonctionnelle, ça va être de dire, alors, opérationnellement, j'ai besoin de faire telle chose, donc, processus, peu importe, j'ai besoin de faire telle action dans mon quotidien. Et donc, fonctionnellement, comment je fais pour que dans mon quotidien, ce processus puisse se faire et que ça intègre l'aspect numérique. D'accord ? Bien sûr, il y a des choses que je vais garder dans ma tête, il y a des choses, voilà, forcément, il y a des choses que je vais, opérationnellement, je vais avoir un process lambda, calcul du bilan, bon, et fonctionnellement, ben, on ne va pas stocker le bilan, mais on va stocker toutes les données qui nous sont nécessaires pour calculer le bilan. Donc, c'est deux visions différentes. Opérationnel, j'en ai besoin de mon quotidien. Fonctionnellement, comment je l'intègre dans le système d'information. Okay, et techniquement, je le fais. C'est la masquer stockage. Vous voyez les trois différentes visions en fait, d'une donnée. Et c'est ces trois visions-là qui permettent d'avoir une vision vraiment transverse des éléments, en fait, de ce qu'on peut en faire et de cette fameuse donnée, comment je vais pouvoir orienter une prise de décision. C'est en ayant accès à ces trois visions. Ça va? Alors, je fais comme ça. Donc, c'est pas là, c'est là. Et alors, à votre avis, maintenant qu'on s'est dit, voilà, qu'est-ce que sont les données, en fait, avec ces trois fameuses visions, à votre avis, où est-ce qu'on peut trouver ces données? À votre avis, où est-ce qu'on peut trouver ces données? Si je vous dis, je suis dans ma cuisine, est-ce que j'ai des données dans ma cuisine? Et si oui, où? Dans les appareils ménagers et électroménagers, exactement. C'est rempli de données. C'est rempli d'électronique, c'est rempli de données. Un frigo, c'est plein de données. Il y a plein de données sur le pot de yaourt, exactement. Ben oui, les valeurs nutritionnelles, etc., le contenu, enfin tout ça. Exactement, ce sont plein de données, ça. Les livres de recettes, c'est plein de données. La recette que fait ma grand-mère, que j'ai dans la tête, ce sont des données. Forcément. Donc finalement, dans ma cuisine, j'ai des données partout. Pourtant, c'est pas là où je m'attendais à avoir peut-être, enfin de façon naturelle, on va dire, entre guillemets, de se dire finalement, ah oui, dans ma cuisine, il y a des données. Et puis, alors, je ne vous parle même pas du téléphone, hein, notre téléphone. Je ne vais même pas passer là-dessus. Mais si je reviens maintenant dans un contexte professionnel, je suis dans un projet. Où est-ce que je prends des données? La technique utilisée pour le projet, pour les choses de communication, par exemple, on a les données du client, on a les données de ce qu'il veut, tout ce que l'on a à mettre en œuvre pour réaliser le projet. Voilà. Donc ça, on est d'accord. Donc ça, c'est, on va dire, le cahier des charges, peut-être, connaissance client, peut-être. Effectivement, donc dans un projet, j'ai des données en fait, de partout. Et je rajouterai une chose là-dessus, c'est qu'en fait, on a les clients, enfin, la connaissance client que j'ai, ceux qui veulent, etc. Et puis ce que j'imagine dans ma tête pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est une donnée aussi. C'est X de données, bien entendu. C'est quelque chose des éléments que je pourrais transmettre, partager pour justement arriver à mieux valoriser en fait. Donc finalement, quand on parle de où trouver ces données, si je vous donne encore un exemple, dans la voiture, en votre voiture, où est-ce qu'il y a des données? Radio. Oui. Tableau de bord, exactement. Ouais. Et oui, parce que l'environnement, exactement, tout ce qui nous entoure en fait. Parce que finalement, la voiture, elle fonctionne. Alors, elle ne fonctionne que parce que, en tout cas pour aujourd'hui, tant qu'on est là sur une voiture autonome, hein, mais pour aujourd'hui, bah, c'est nous qui appuyons sur l'accélérateur, c'est nous qui freinons, etc. Mais on freine parce qu'autour de nous, il y a une voiture qui s'arrête, etc. Donc, finalement, toutes ces informations-là sont des données aussi. Et c'est des informations, des données, pardon, des informations, parce que c'est contextualisé, qu'il va falloir utiliser et que d'ailleurs la voiture autonome utilise. Parce que s'il n'y a pas d'humain freiner la voiture autonome et que la voiture de devant s'arrête, il va bien falloir que la voiture autonome se rende bien compte que l'information qui est devant elle
c'est qu'une voiture a les feux arrière de stop allumés. Donc, elle doit freiner. Vous voyez? Donc, finalement, dans la voiture aussi, on a plein de données, en fait. Donc, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce que vous avez sur vos tables, l'ordi, les téléphones, tout ce que vous avez pris votre voiture ce matin, peut-être le GPS, etc. Moi, ce matin, je suis venue avec le GPS. Hein, parce que ici, bon, je suis venue avec le GPS. Bah, le fait de venir avec le GPS, j'ai pris mes données. Et d'ailleurs, maintenant, dans certaines des... Je ne sais pas si vous avez vu ça, dans certaines des voitures, maintenant, quand vous prenez votre voiture, il vous dit « Je suis en train de récolter vos données. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. » Si vous n'acceptez pas, il y a certaines fonctions qui ne marchent pas. D'accord? Donc, sur les données, sur les voitures assez récentes, ils font ça. Enfin, il y a une notion de RGPD derrière, mais voilà. Donc, du coup, finalement, quand on dit où est-ce qu'on peut trouver ces données, j'ai une de mes étudiantes qui un jour m'a dit, mais finalement, tout est donné. Je dis, c'est ça, en fait. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que si on regarde autour de nous, on ne se rend pas compte, mais on est vraiment dans l'ère du numérique et on a des données de partout. Alors là, bon, j'ai mis des exemples qui sont plus des exemples professionnels, mais pour voilà, qui parlent à notre quotidien. Mais ce qui est certain, c'est que nous-mêmes, dans notre quotidien, on a des données partout qui nous entourent et qu'on génère constamment, en fait. Et donc, quand on parle des données, c'est pour ça que j'ai marqué ça, on va partir du papier. Un de mes clients qui me dit je ne sais pas comment faire parce que un certain nombre d'informations dont j'ai besoin sont sur les factures écrites plus en papier. Donc sur le papier, écrit plus en papier. Alors il me dit c'est compliqué. J'ai un autre de mes clients qui me dit alors c'est super, on a des super retours des techniciens, bon, ils sont dans un système de production. On a des super retours des techniciens. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est votre santé sur papier. Donc, du coup, pour les analyser, pour les partager, etc., c'est juste difficile. N'empêche que ce sont des données, pardon. Elles sont très importantes aussi, certaines, puisqu'on a fait l'effort d'écrire, par exemple, des informations sur la facture. C'est pas pour rien, hein. C'est pas juste, voilà. Évidemment, on va parler de son, d'images, de vidéos, bien entendu, tout ce qu'on entend, on voit, on parlait de radio tout à l'heure, effectivement, ce sont des données. Le système d'information, bien entendu, et c'est d'ailleurs là qu'on pense, c'est le premier auquel on pense, parce que c'est celui qui est technique, et donc il stocke les données. Et moi, je rajoute la matière. D'accord? Parce que tout ce que vous avez dans vos têtes, ce sont des données, et certaines sont certainement très intéressantes à partager pour améliorer les prises de décision, les connaissances, etc. Et du coup, c'était un de mes clients qui me disait, en fait, je commence à avoir mon personnel qui vieillit en fait, et il me disait, il y en a certains, quand ils vont partir à la retraite, je suis embêtée parce qu'ils partent avec une connaissance qui est juste énorme. Et donc, du coup, on est d'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait donc la conduite du changement, etc. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer la donnée pour que quand ils partent, finalement, toute cette connaissance, toute cette ligne d'or, elle reste au sein de l'entreprise. Ça va? Toujours pas de questions? Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, la donnée, j'espère que j'ai pu vous transmettre ce que c'était, que je vous ai montré qu'il y en avait partout. Je vais vous montrer finalement cette chaîne de valeur de la donnée. Et ça représente ce que je fais dans mon quotidien. Donc justement, je vous parlais de manager et valoriser. On est sur ces deux axes-là. Je vais rentrer par le premier, qui est celui de droite, qui ne devrait pas être le naturel, mais c'est par celui qu'on rentre parce que c'est celui qui nous paraît voilà, on se questionne, donc forcément, on va rentrer par la valorisation. Et on rentre souvent par les indicateurs. Donc, les indicateurs, c'est de la valorisation, les usages de la donnée. L'objectif, alors, je vais vous parler de ça après. Dans la valorisation des usages, je vous ai mis quatre éléments de cette valorisation. C'est-à-dire qu'on a de la business intelligence. Donc, la business intelligence, c'est pour calculer des indicateurs simples, pour mettre de l'intelligence au sein des indicateurs business intelligence. Data mining, en fait, c'est pour venir, je ne sais pas trop ce que je cherche. Je pense qu'il y a des choses à faire avec mes données, c'est un peu flou. Donc, je vais aller creuser. Je vais aller creuser dans mes données pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. D'accord? Donc, ça peut être des indicateurs simples, hein, pas de souci. C'est juste que je ne sais pas trop ce que je recherche. Alors que le machine learning, je sais ce que je recherche, je sais à quelle question je veux répondre, on va dire.
même si j'ai dû, bon, superviser, non superviser, peu importe. Mais je sais à quelle question je vais répondre. Pourquoi mes clients achètent tel produit et pas tel autre, alors que le second est moins cher. Qu'est-ce qui fait que mes clients achètent tel produit par rapport à tel autre? Donc ça, c'est du machine learning. Et après, on arrive sur de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est qu'on va utiliser notamment plusieurs modèles spécifiques de statistiques, en fait, de mathématiques, qui permettent d'intégrer ça. Donc, vous avez beaucoup entendu parler peut-être du deep learning. Voilà, c'est du réseau de neurones, en fait. Donc, si vous voulez, c'est un espèce de système qui permet de dire, je rentre, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, c'est blanc ou noir, et je sors. Et avec ces données avec lesquelles je rentre, je sors, je re-rentre dans un deuxième réseau, et puis c'est pareil, je sors, blanc ou noir, et ainsi de suite. Et comme ça, en fait, c'est pour ça qu'on parle de couches de réseau de neurones, il y en a plusieurs, parce qu'on rentre à l'intérieur de plusieurs de ces couches pour sortir une réponse. Pour sortir finalement les mêmes éléments, on va dire, que ce qu'on recherche en machine learning, de dire est-ce que c'est oui ou non. Bien entendu, je simplifie très fortement. Hein. Donc ça, c'est la partie valorisation et l'objectif de valorisation. Donc je suis data scientist, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on travaille sur de la valorisation de données, c'est ultra nécessaire de travailler pour répondre à un besoin métier. On ne travaille pas pour s'amuser à créer des indicateurs ou des modèles qui nous paraissent intéressants. Non, on pose et on travaille énormément avec le métier pour comprendre leurs besoins, quelles sont les problématiques auxquelles il faut répondre, et à ce moment-là, ensuite, on vient y répondre. D'accord? Alors que ce soit data analyst ou data scientist, c'est forcément que des data analystes, que des data scientists, bien entendu, qui répondent à ces éléments-là. D'accord? Donc ça, c'est la première des parties, côté droit, qu'on adresse et que souvent, quand je commence à discuter avec des personnes, en fait, c'est par ce côté-là qu'ils rentrent. Et ensuite, je les amène un peu sur cette fameuse roue du Dama. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'association. Donc, en fait, l'association a posé ce qu'on appelle le DMBOK, et qui est en fait la théorie du data management, où on partage en fait entre tous les connaisseurs de ce sujet-là pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est le data management. Et donc, si je vous explique un petit peu cette roue pour bien la comprendre, donc il y a 13 disciplines au sein du data management. Je vais vous faire le pendant quand vous construisez une maison. Quand vous construisez une maison, en fait, vous allez d'abord faire un plan d'architecture, voilà, comment je vais faire ma maison. Donc, c'est la data architecture. Ensuite, vous allez modéliser l'intérieur de votre maison. Vous allez faire des pièces, je vais mettre la salle de bain ici, les toilettes là, la chambre ici, etc. Donc ça, c'est la modélisation. Ok, le design des data. Ensuite, je vais dire, je vais venir stocker des meubles maintenant dans ma maison. Ok, ce stockage de meubles, en fait, c'est le stockage des données. Je vais venir stocker des données à l'intérieur de mes pièces que j'ai faites auparavant. Et puis ces pièces, je vais mettre des portes qui vont être potentiellement fermée à clé, c'est-à-dire que je peux fermer la porte à clé, donc je n'ai pas de rencontre. Okay, c'est ce qui va permettre de la sécurité. Et en même temps, je vais aussi mettre ces portes qui vont me permettre d'ouvrir, c'est-à-dire que deux pièces vont pouvoir communiquer. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire que je fais en sorte que les données, si je reviens sur la notion de données, les données de la pièce A, les données de l'outil CRM discutent, parlent avec les données de l'outil finance, par exemple. Peu importe. Okay, donc, c'est ce qu'on appelle de l'interopérabilité. Donc, je mets mes portes pour pouvoir communiquer. Okay, une qui me permet de les fermer, l'autre qui me permet justement de pouvoir les ouvrir. Une fois, donc ça, c'est juste sur cette partie-là. Je prends cet exemple de maison parce que bon, c'est la partie qui n'est pas forcément la plus simple à comprendre. Ensuite, quand je viens là, sur les deux éléments du bas, que ce soit les références, donc référentiel ou master data management, peut-être que certains en ont entendu parler, et les parties documents, c'est-à-dire non structurées, les données non structurées. En fait, je viens stocker à l'intérieur de mon système d'information, en fait, des données de référentiel et des données, donc référentiel produit, client. Quand je parle avec quelqu'un, peu importe, je suis dans la direction, peu importe, production, et je parle avec quelqu'un de la direction client, par exemple, il faut absolument que le client, monsieur Dupont, hein, dont je parlais tout à l'heure, il faut absolument que je le comprenne et que je le vois de la même façon que lui. On est avec les mêmes clients, on est dans la même entreprise. Donc, il faut qu'on monte un référentiel client, un référentiel produit.
lorsque je crée un produit, c'est pas pour celui de la production, il va l'appeler A, et puis le client, quand on va lui vendre le produit, on va l'appeler B. Parce qu'après, quand les deux se parlent, ils ne se comprennent plus vraiment. Donc, du coup, c'est cette notion de référentiel. Ensuite, j'ai la notion de document. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de facture. Ben, la facture, c'est un document. Et donc, c'est qui contient des données. Et donc, toute cette partie-là nous permet, en fait, cette partie basse là, du graphique nous permet finalement de travailler toutes les données, que ce soit les référentiels ou les données non structurées. Ensuite, ces données, pour les mettre à disposition et pour pouvoir les utiliser et prendre des décisions à partir de ces données, je vais créer alors un entrepôt de données. Alors, peu importe, un data lake, data océan, peu importe la technique que je mets derrière, je vais créer un entrepôt de données qui va justement me faire le lien business intelligence avec cette partie-là de valorisation. C'est-à-dire que quand je veux valoriser mes données, prendre des décisions, je passe par l'intermédiaire d'un entrepôt de données qui me permet de passer sur cette valorisation. Ensuite, je vais parler de métadata. Métadata, c'est la donnée qui me permet d'expliquer la donnée elle-même. Si je vais prendre un exemple très simple, on va parler du nom. Le nom de mon client. Oui, mais est-ce que dans le nom, je mets le nom marital, le nom de naissance, le nom usuel, le nom, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Donc finalement, la métadata du fameux nom, ça va être sa définition en disant, à l'intérieur du nom, je dois avoir le nom marital. Et on a décidé que c'était le nom marital qu'on récupérait. Comme ça, plus personne ne se pose la question, tiens, j'ai un nom, mais c'est lequel? C'est le nom marital, le nom de naissance, etc. Non, la définition me dit que c'est comme quand je parle en français, s'il y a un mot que j'utilise que vous ne connaissez pas, vous allez faire un dictionnaire, vous regardez la définition, vous mettez plein de choses. La définition qu'il y a dans le dictionnaire, c'est OK. Ben là, c'est pareil. La métadata va permettre d'expliquer ce que contient la donnée et, entre guillemets, personne ne le remet en cause. Bien sûr, ça va évoluer au fil du temps, mais personne ne remet en cause parce que, normalement, il faut arriver à une définition qui fasse consensus. Ça, c'est une des métadonnées. Il y a plein d'autres métadonnées à mettre en place. Et ensuite, bien entendu, la qualité, parce que si je ne fais pas en sorte d'avoir des données de qualité, ben, vous imaginez bien que la valorisation et les usages, ça va me faire prendre des mauvaises décisions. Il y a d'ailleurs énormément d'études aussi là-dessus qui montrent que il est parfois mieux et moins cher pour l'entreprise de ne rien faire plutôt que de prendre des décisions basées sur des données de mauvaise qualité. Ça coûte, dans la plupart des cas, 70% des cas, ça coûte plus cher. Donc, il vaut mieux ne rien faire. OK? Et donc, pour que tout ça fonctionne, au centre, on a ce qu'on appelle la gouvernance de données, c'est-à-dire qu'on va poser des rôles et responsabilités aux uns et aux autres, parce que si on n'est pas... les personnes, le data office, d'accord, les personnes qui mettent en place tous ces éléments au sein des entreprises, data office ou peu importe qui, hein, mais la personne data qui va être référente sur ces éléments-là, il va bien falloir qu'elle s'appuie sur les compétences des uns et des autres et qu'elle fournisse des rôles aux uns et aux autres. C'est pas elle qui porte le tout et qui va au fond et qui fait tout toute seule. Donc, il faut bien qu'on mette en place des rôles au sein de la data gouvernance. On a aussi des notions de politique, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire, etc. D'accord? D'accord? Parce que la donnée n'a de valeur que si elle est utilisée par les métiers. Ce que ça signifie ça, c'est que sur le côté technique, en fait, finalement, il y a trois métiers, trois entités, je vais dire. Il y a une partie que je vais appeler les métiers qui sont la finance, le commercial, tout ce que je vous disais tout à l'heure, les productions, etc. Une partie qui va être la technique, la DSI, et une partie qui va être la data. D'accord? Et c'est trois métiers qui sont ensemble. Et ces trois périmètres d'activité qui sont ensemble, en fait, il faut absolument que les métiers, donc le finance, etc., s'approprient cette donnée, parce que cette donnée n'aura de valeur que s'ils l'utilisent en continu. D'accord? Toujours pas de questions? C'est limpide. Ah, super. Alors, par rapport au data warehouse, oui. J'ai une petite question. Par exemple, on peut les stocker sur ces données. Alors, comment ça? Sur un serveur? C'est ça, ce serait par exemple un tableau Excel. Alors, un tableau Excel, ce n'est pas un entrepôt de données, mais c'est une partie, là, la plupart de mes clients, quand ils n'ont aucun travail qui a été fait en amont, effectivement, le démarrage, on va travailler avec Excel. Et puis, au fur et à mesure du temps, on va se rendre compte, la base de données, quand même, là, les différents fichiers Excel qui me permettent de construire quelque chose, une modélisation qui pourrait s'apparenter à un entrepôt de données, devient volumineuse. On a du mal.
il n'y a pas d'interopérabilité facile, etc. Donc, du coup, on se base sur, on crée une base de données. Et on va venir la stocker sur, oui, un serveur, une data center, enfin, voilà, stockage physique après. Ça va? Est-ce que je comprends votre schéma en considérant que pour il faut utiliser une des méthodes sur la gauche pour remplir un des usages sur la droite? Alors, c'est les méthodes de la gauche, c'est-à-dire qu'en fait, des méthodes effectivement pour chacune des parties qui sont nécessaires, des méthodes sur la gauche, pour faire en sorte qu'on puisse faire la droite. Exactement. Pour pouvoir répondre à un besoin métier. Et c'est des méthodes qui sont incontournables dans leur séquence ou qui permettent d'être picorées? Oui, picorées. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place un peu de qualité parce que dans mes clients, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde n'a pas la même problématique. J'ai certains de mes clients qui ont des data office ou sont déjà des data office, des services orientés data, enfin, qui font que ça, ils sont déjà 3-4 dans le data office. Pour une petite PME, ça commence à être pas mal, mais ils ont des problématiques de qualité, mais ils ont des problématiques peut-être d'interopérabilité, mais ils ont des problématiques de stockage ou de modélisation. Eux, en l'occurrence, ceux auxquels je pense, ils ont des problématiques de modélisation ici, dans l'entrepôt de données. Et justement, on était sur des fichiers Excel. Bon, maintenant, on a un data office, on y va. Donc, on change de ça. On change du fichier Excel, qui était très bien au départ, mais pour aller sur un autre axe. Ça va, c'est clair? Il y a beaucoup de choses, hein. J'ai conscience de ça. Je continue. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et finalement, donc, quand on vient de voir tout ça, donc la donnée, on a. Ah oui, oui. De données qui demandent existe-t-il des outils automatisés de data gouvernance? Oui. Oui. Alors, il y a des outils de data gouvernance, il y a des outils de data management global, il y a des Rolls-Royce de ça, et puis il y a des outils un peu plus récents, il y a de l'open source, voilà. Et en fait, comme ce sont des nouveaux métiers, mine de rien, enfin, peut-être que voilà, ce sont des choses que vous connaissez depuis longtemps, mais quand on voit qu'il y a peu de données qui sont utilisées, ça montre bien que la data n'est pas encore vraiment intégrée dans les quotidiens des entreprises. En fait, il y a énormément, et du coup, il y a de plus en plus de besoins, et donc il y a énormément d'outils qui sortent, bon, d'autres qui s'arrêtent, etc. D'accord, sur ces aspects-là. Donc oui, il y a un certain nombre d'outils qui font tout le data management, ou la qualité, ou les référentiels, ou voilà. Ainsi de suite. Il y en a certains qui font que certaines parties. Donc il y a pléthore d'outils. C'est bon? Ok. Et alors justement, si maintenant on passe avec le lien avec notre quotidien, tout à l'heure je vous marquais pourquoi il fallait utiliser ce trésor, mais maintenant si on se dit, ok, quel est le lien avec mon quotidien? Donc là je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez tenté déjà d'optimiser un processus? Est-ce que dans votre entreprise, collectivité, vous avez tenté d'optimiser un processus? Vous me direz oui ou non après. Je vous pose toutes les questions et puis on en rediscute. Est-ce que vous avez de plus en plus besoin de prendre des décisions fondées sur des éléments qui sont chiffrés, tangibles et fiables? Souvent, en fait, pourquoi je pose cette question? C'est que souvent, on me dit ah non, moi, les données, je les utilise plus. Parce que là, les chiffres, là, alors il y en a un qui me sort 10, l'autre qui me sort 15, l'autre qui me sort moins 2. Et en fait, moi, je suis censée prendre des décisions. Mais ces chiffres-là, je ne sais pas, ils sont censés ramener la même chose. Et aujourd'hui, ils ne me ramènent pas la même chose. Donc, finalement, je ne les utilise pas. Donc, ma question, avez-vous de plus en plus besoin de prendre des décisions fondées sur des éléments chiffrés, tangibles et fiables? Est-ce qu'aujourd'hui, votre prise de décision, vous sentez qu'il faut qu'elle soit accélérée, qu'elle soit automatisée, qu'elle soit industrialisée? Est-ce que vous sentez ça? Automatisé ou industrialisé ou accéléré. Et où, d'accord, ça peut être un et ou, bien entendu. Est-ce que vous avez besoin de partager des connaissances? Rappelez-vous, connaissances, données, informations, connaissances. Est-ce que vous avez besoin de partager des connaissances, d'améliorer les échanges avec vos collègues?
Est-ce que dans le quotidien, vous sentez ça? Est-ce que vous avez besoin de ça aussi pour vos fournisseurs, vos partenaires, votre écosystème? Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez le besoin de ça, de partager tout ça? Est-ce que vous avez confiance dans les chiffres que vous utilisez au quotidien? Est-ce que avez-vous de plus en plus de données récoltées à organiser? Est-ce que vous vous rendez compte que, tout à l'heure, je vous ai montré le schéma où ça explose, hein. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou cette vision-là au sein de votre entreprise ou collectivité? Et est-ce que vous passez plus de temps à récupérer, à chercher des données qu'à les analyser? Alors, dites-moi un peu. Est-ce que vous vous sentez dans une de ces questions, dans plusieurs, dans aucune? Est-ce que vous voyez d'autres questions que vous pourriez poser? Je pense qu'au quotidien, dans une TPE, PME, on est à tout. Oui, ok. Tous les jours. C'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Et vous, est-ce que vous sentez, ou sur la distance, hein, bien entendu, hein, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous sentez dans ces questions là? Je trouve le tout, hein, c'est un débat permanent sur l'accumulation des données qui nous viennent, leur répartition et puis le temps qu'il faut leur consacrer pour les organiser, les analyser, les exploiter, en sachant même pas où on les a stockés. C'est bien terrible parce qu'on a un trésor et puis il est entassé sur le bureau. C'est ça. Tranquillement. Bon, on peut parler d'optimiser un processus dans ces conditions. C'est presque qu'on a perdu, puisque c'est un ensemble de processus qu'il faudrait mettre en place pour arriver à. Oui, mais si je pense le premier, faire le second après, Oui. et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Sauf que vous avez une autre priorité qui vous vient sur la tête. Mais, oui. Que votre data mining, alors, à côté, en disant quand même, de faire ça dimanche après-midi, c'est peut-être lundi. Voilà. Donc, le sujet, il est là. Oui, mais c'est vrai que, après, on va en discuter, mais quand on intègre en fait la data dans son quotidien, une des choses qu'il faudra absolument regarder, c'est la maturité des personnes, parce que, voilà, je vous donne encore un exemple. J'arrive dans une entreprise et le DG me dit c'est data first. Ok, super, génial, on y va, on va voir et tout. Et donc, du coup, il faut amener ça, parce que le data first, il faut un accompagnement, et puis il faut montrer que ça a un intérêt, et puis il faut montrer qu'on arrive à sortir du temps, parce que si tel et tel point, je les ai améliorés, normalement, je dégage du temps. Si je dégage du temps, je peux l'utiliser à faire autre chose, et ainsi de suite. En fait. Mais c'est sûr que c'est un travail, en fait, qui est, je ne sais plus si je vous en mets, si je vous en parle après, il y a l'Observatoire de la gouvernance de l'information, gouvernance, d'accord, le centre de mon schéma de tout à l'heure, qui est la gouvernance, et ils disent que ça, on met à peu près, enfin, ils ont cet observatoire qui existe depuis 2010, 10 ans, et le dernier qui est sorti, là, 2022, oui, c'est ça, 2022, montre en fait, les derniers chiffres montrent, et ça n'a pas trop changé, qu'il faut environ 3 ans pour mettre en place. Donc, il faut voir en fait que c'est un travail de longue haleine, on est d'accord, c'est un nouveau métier. Je parlais bien tout à l'heure du data office, qui est un métier, enfin, qui est un environnement, un contexte de métier différent de tous les autres. Donc, ça met 3 ans à se mettre en place, mais ça génère de retour-investissement. Évidemment, c'est hyper facile pour moi de vous dire ça, parce que je le vois au quotidien, mais tant qu'on ne l'a pas touché, c'est évident, c'est difficile de concevoir, mais malgré tout. Et donc, justement, est-ce que d'autres veulent réagir par rapport à ces questions? Non. Pourquoi je vous pose ces questions, en fait? C'est parce que si vous avez répondu à au moins une, oui, bah c'est qu'en fait, ça n'existe pas. Voilà. Ah ouais, en vrai, oui, en vrai. J'ai encore une question. Oui. Oui. Déjà, merci pour la réponse qui était très claire. Ok. La deuxième question, est-ce que la data governance est pertinente lors des premières phases d'itération d'un projet en méthode agile, par exemple? Oui. Ou bien est-ce qu'il faut attendre ou atteindre un certain degré de maturité? Alors, non. Alors,
C'est deux. Alors, je vais dire qu'il y a deux questions dans la question. Enfin, en tout cas, c'est le moment. Il y en a encore une. Oui, alors déjà, par rapport à celle-là, en fait, il y a deux points. Un projet, quand on démarre un projet, c'est obligé, enfin, non, il faudrait, en tout cas, je vous conseille fortement d'intégrer dès le départ, en fait, la notion de data. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, et pour l'avoir vécu des dizaines, voire des centaines de fois, le métier a un objectif très clair. Voilà, je veux faire ci, je veux faire ça. Personne ne s'est posé de questions sur la donnée. Et finalement, après, à la fin, on calcule les indicateurs. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas récupéré les bonnes données. Donc, oui, il faut dès le départ intégrer la gouvernance et même j'aurais tendance à dire la vision donnée dans sa globalité, gouvernance inclus, sur un projet. Et après, le fait de dire qu'il faut tenir compte de la maturité, oui, effectivement, on va en discuter un peu plus tard, il faut absolument tenir compte de la maturité des personnes avec qui on discute de la data, parce qu'il y en a certains qui sont avec un niveau de maturité assez élevé, d'autres plutôt assez faibles, et donc du coup, il faut les accompagner. Sinon, on laisse sur le bord de la route quelqu'un, en fait. Et ça ne va pas intégrer dans son quotidien cette fameuse data, dans son quotidien. Donc, oui, il faut intégrer la maturité, et oui, il faut intégrer la gouvernance et le data management et la vision data dès le départ. Merci. Et tout le monde demande également s'il existe des outils spécifiques pour ce type de traitement de données. Alors, c'est-à-dire le type de traitement de données, la partie valorisation, j'imagine. Parce que alors, dans la valorisation, il existe énormément d'outils, pareil, de data visualisation, de modélisation. Je suppose, enfin, peut-être que vous avez entendu parler de Python, de l'open source. Bref, il y a des outils qui existent, en fait, bien entendu, pour pouvoir valoriser les données. Voilà, valoriser les données, il y en a énormément, ou visualiser les données, ou les deux, ou avoir des aides de la décision, des cubes, enfin, il y a plusieurs types d'outils. Oui. Est-ce que ça dépend en fait du secteur d'activité? Pas du tout. Non. Le secteur d'activité, finalement, le data office, si je me repositionne côté data, le data office, en fait, il peut travailler avec n'importe quel secteur d'activité, puisque la donnée, en fait, c'est pas lui qui va être maître, responsable et connaisseur de la donnée. C'est le métier avec qui il va travailler. Quand il va travailler avec, je vous disais tout à l'heure, la finance, le commerce, le marketing, la communication, la production, en fait, chacun dans son domaine est expert de son domaine. Par contre, lui, il va venir pour aider à la compréhension des données qui sont à l'intérieur, de la meilleure valorisation, de peut-être proposer des indicateurs, de peut-être proposer des valorisations de façon générale. En fait, ça ne dépend pas, moi. Enfin, voilà, si je vous racontais les différents secteurs d'activité que j'ai, vous verrez que c'est complètement différent. Mais vraiment. Donc, ça ne dépend absolument pas du secteur d'activité. C'est tout bon, là? Donc, j'étais là. Oui, et donc, la donnée, alors, un point qui est intéressant et qu'on va de toute façon revoir après, mais c'est un actif pour l'organisation, d'accord? L'organisation, structure au sens entreprise, collectivité, bon, et qu'il faut aligner avec la stratégie. En fait, quand on travaille la data, dans le contexte de la chaîne de valeur de la donnée dont je parlais tout à l'heure, on travaille aussi et fortement sur quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire, avec quelles données on pourrait récupérer, quelles données on pourrait utiliser pour alimenter cette stratégie. Et inversement, la stratégie va alimenter la data. Donc finalement, c'est un cercle vertueux. La data alimente la stratégie de l'entreprise, de l'organisation, de la collectivité. Et la stratégie alimente la data. Donc c'est un cercle vertueux. Il faut absolument. Et quand on dit, par exemple, je veux optimiser un processus ou, je sais pas, moi, je veux accélérer, automatiser, etc., on voit bien en fait qu'on est sur des aspects finalement qui sont un peu stratégiques en fait, un peu d'orientation, de qu'est-ce que je veux faire, où je me situe, vers quoi je veux aller. Et donc du coup, il faut absolument aligner les deux. Ça va? Alors justement, et qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait tout ça? Comment on met en place? Alors, à chaque fois, je me compte. Voilà. Comment on met en place tout ça? Alors, là, je vous ai mis quelques éléments en fait de bonne pratique. Ce qui est important dans un premier temps, absolument important, c'est d'arriver à trouver un parrain stratégique et engagé. Alors, quand je dis parrain, voilà, c'est un leadership, quelqu'un qui a en tout cas, qui se fait entendre au sein de l'entreprise ou la collectivité. Bon, souvent, qui est assez haut dans les strates, hein, mais pas forcément, pas que. En tout cas, quelqu'un qui est convaincu que
et qui va aider à convaincu que la data, le fameux data first. Alors bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas dans cette démarche-là, mais on a parlé beaucoup, je suppose que, et on va en parler après, je suppose que vous avez déjà entendu parler de la notion de data driven. C'est en fait piloté par les données. Donc, pour arriver à cet objectif de piloter par les données, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui accompagne. Pourquoi? Parce que on va avoir tendance à se dire la gestion des priorités. Ça, c'est pas forcément. Non, mais là, j'ai tellement de trucs à faire que ça, je vais le laisser de côté. Et en fait, du coup, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui tire vers l'avant et qui dise si on veut du data first ou data driven, il faut absolument dégager du temps pour. Parce que au départ, ça prend du temps pour après en gagner. Et il faut faire la démarche de départ. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument un parrain stratégique et engagé. Après, ce qui est important aussi, c'est de définir une stratégie data. C'est-à-dire que si je veux embarquer l'entreprise, en tout cas, avec qui veut mettre en place la data, il faut absolument qu'on pose une stratégie. Alors, ça ne veut pas dire un document écrit, c'est pas forcément de la théorie, d'accord, mais au moins une vision de qu'est-ce qu'on veut faire, vers où on veut aller. Est-ce que je veux, par exemple, alors, tout à l'heure on parlait data first, mais c'est exactement ça, c'est est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux qui vienne changer, que ça vienne changer au quotidien dans, qu'est-ce que je veux que ça change dans le quotidien de mes salariés. Et donc, du coup, c'est de me dire, je veux qu'on accélère, je veux que la qualité en soit au top, je veux que, peu importe, on a X besoins. Et en ce moment-là, ça va poser la stratégie et on va se dire, OK, pour aller vers cette stratégie, vers où le bateau il doit aller, c'est là-bas. OK, et comment est-ce qu'on fait pour y aller? D'accord? Donc, il faut établir avec le parrain une stratégie data vers laquelle on peut aller. Ensuite, ce qui est important, c'est que, comme d'ailleurs je l'ai marqué en bas, c'est un nouveau métier et non un projet. D'accord? Le data management, c'est bien un nouveau métier, non un projet. On va avoir... parce qu'il y a forcément, si le data management n'est pas intégré dans le quotidien des gens, etc., il y a forcément des personnes qui vont peut-être commencer à travailler sur certains sujets. On a parlé RGPD tout à l'heure. Le DPO a peut-être mis en place un certain nombre de choses, etc. Parce que, par légal, dans le quotidien, les personnes ont commencé à faire des choses. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est d'arriver à co-construire le cadre opérationnel. C'est pas le data office qui va dire, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, parce que ça ne marche pas. Par contre, c'est de dire, OK, avec, par exemple, le DPO, mais c'est la même chose avec les data owners, les propriétaires de données, avec les data stewards qui vont piloter, travailler dans la donnée dans le quotidien, c'est de leur dire, voilà, par rapport à ton quotidien, qu'est-ce que tu pourrais changer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme cadre opérationnel pour que ça fonctionne mieux. Et on le co-construit. Je ne t'impose pas ce qu'il faut faire, dis-moi si tu te poses problème. Moi, j'ai des problèmes de qualité constamment, etc. OK, comment on fait un cadre opérationnel pour faire en sorte que tout le monde se charge de la qualité? Parce que la qualité, ça fait de tout le monde. Donc, on co-construit ce cadre opérationnel. Ensuite, il faut absolument ce qu'on a tendance à mettre sur un aspect décisionnel, etc. Je peux prendre des décisions, des bonnes décisions, mais le data management, on voit bien que la qualité de données, ça va permettre de prendre des bonnes décisions, mais les méthodes de qualité, ce n'est pas la décision. Donc, c'est deux choses différentes. La partie gauche du schéma que je vous ai montré et la partie droite, c'est deux choses différentes. Un pour valoriser, l'autre pour manager. Et donc, les activités, les actions, la stratégie, le cadre opérationnel ne sera pas le même. Okay. Ensuite, il faut organiser, planifier, communiquer. Pourquoi communiquer? C'est parce qu'en fait, ça, avec le lien que je vous montre au-dessus, le mesurer, piloter ses déploiements, en fait, ça va modifier un certain nombre de structuration, de travail, etc. Et ça peut faire peur. J'ai une personne il n'y a pas longtemps là, qui m'a dit mais finalement, quand tu présentes tout ça, en fait, on se dit que, oh, mon Dieu, avec tout le travail que j'ai déjà à faire, comment j'intègre tout ce travail-là? Et c'est ce que je disais, en fait, on y va par petites étapes, et je vous montrerai après, on y va par petites étapes. Le tout, c'est pas de se dire je chamboule tout et ça marche demain en claquant mon doigt, c'est pas ça. C'est de dire j'organise, je planifie, je mets des lots et je communique. Je communique pour montrer en fait qu'on a avancé, pour montrer parce que ça va générer des, comment ils appellent ça,
des dépenses indirectes, forcément, parce que les personnes qui vont travailler là-dessus vont pas travailler sur autre chose, bien entendu. Mais donc, oui, ça va générer des dépenses indirectes, mais pour un gain après. Donc, il faut juste, en fait, avoir conscience, c'est je fais aujourd'hui pour un mieux demain. D'accord ? Et donc, du coup, par rapport à ça, il faut absolument communiquer, montrer qu'il y a des choses qui se sont mises en place, qu'il y a des choses qui ont déjà commencé à changer. Là, dernièrement, il y a un de mes clients qui m'a dit, alors, au départ, on ne voyait pas du tout comment ça allait se passer. Tu sais quoi, ça a chamboulé, en fait, pas mal de choses au sein de l'entreprise. Et ça a mis très peu de temps. En 2 mois, ça a été déjà chamboulé. Mais ils n'étaient pas, au départ, convaincus du truc. Et ils se sont dit, bon, on y va parce qu'on veut avoir la data dans notre quotidien. Mais voilà. Et finalement, maintenant, ils se rendent compte que les choses sont en train de s'interfacer. Donc, il y a cette communication qu'il faut absolument mettre en place. Et puis, mesurer et piloter ce déploiement. Parce qu'au départ, il ne faut pas se dire, on va mettre tout le monde, le fameux data-driven ou data-first, on va pas mettre tout le monde dans le même bateau en une fois. Donc, on va créer une communauté data, et puis au fur et à mesure, les gens vont se sentir intéressés par intégrer cette communauté, et donc, on va pouvoir piloter le déploiement et mesurer. Aujourd'hui, on dit 3, 10, etc., qui intègrent la data dans le quotidien. D'accord ? Voilà, donc, et je réinsiste, le data management, c'est un nouveau métier, c'est pas un projet, ça n'a pas une date de début, une date de fin. Les méthodes dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, elles vont avoir une date de début, une date de fin, mais le métier du data management, une fois qu'on l'a intégré, c'est un métier. C'est comme si on me disait, il y a un de mes clients qui me dit, bon alors, tu me dis la date de début, la date de fin. Je dis, ben, quand est-ce que le directeur financier s'en va? Il me regarde, il me dit, ben, je ne suis pas au courant. Je dis, ben, moi non plus. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, ben, parce que c'est la même chose, tu es en train de me demander quand est-ce qu'un métier va partir. Ben, c'est la même chose. Il me dit, mais le directeur financier, je ne veux pas qu'il parte. Je lui dis, bah, data management, il faudra. Donc voilà. Et donc, sur cet aspect maturité dont on a parlé, en fait, je voulais vous montrer un petit peu, justement, en termes de bonnes pratiques, il faut identifier finalement la maturité data sur la vie en ligne. Parce que si on n'a pas identifié, si on n'a pas identifié avec qui on discute et quelle est sa maturité, en fait, sur la data, en fait, on risque de l'imaginer là ou là ou là, enfin, peu importe, alors qu'il n'y est pas. Et donc, on ne va pas avoir une communication qui soit compréhensible. Donc, du coup, c'est important d'identifier la maturité data au niveau entreprise, bien entendu, mais aussi au niveau service et individu. D'accord ? C'est pas que tout le monde est dans telle étape, non. C'est où est-ce que j'en suis, moi, la personne qui travaille. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Et donc, la première étape, en fait, c'est ce qu'on appelle le non structuré. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est, voilà, c'est non structuré, comme son nom l'indique. Il y a un peu d'Excel, un peu de Word, voilà. Et puis alors, c'est non structuré. Et puis alors, je sais absolument pas ce qui se passe à côté. Voilà. Voire même, j'ai beaucoup de Word et puis j'ai des choses écrites au crayon papier sur les documents. Le siloté, je suis en silo. Donc, chacun ses suivis. Mon suivi à moi, c'est mon suivi à moi et pour moi. Et c'est tout. Ce qui fait que, un indicateur, par exemple, ou le fameux chiffre de tout à l'heure, le 10, le 15, le moins 2, voilà, c'est siloté. Je veux un indicateur, il y a 3 équipes qui le calculent, aucun ne sortira le même chiffre. Donc, c'est le fameux siloté. Ensuite, le transversal, alors là, je commence à partager la vision. Je commence à partager la vision de mes indicateurs, de mon suivi, de mes éléments qui me paraissent intéressants de partager avec les autres. Je passe dans la transversalité. Et si je bascule sur la notion de data-driven, en fait, c'est que le data-driven, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais intégrer la culture data dans le quotidien de chaque salarié. Quand vous travaillez, je sais pas moi, quand vous travaillez sur un projet, en fait, forcément, vous avez l'aspect financier, l'aspect budget qui vient en tête. Ah tiens, je travaille sur ce projet-là. Ok, le budget, comment je fais? Comment je vais le récupérer? C'est pas moi qui vais m'en charger, mais n'empêche que j'ai cette vision-là de budget, de qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et bien, la culture data, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je commence un projet, je pense déjà data, tout de suite. Je démarre le projet, j'y pense. C'est ça, d'intégrer la culture data dans le quotidien de chaque salarié. Ensuite, c'est d'utiliser des technologies analytiques pour étudier les données pertinentes à disposition. Donc, les technologies analytiques, ça, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau des outils. Okay, même en Excel, c'est très bien un des outils.
très simple, hein, on est d'accord, mais qu'on pourrait potentiellement utiliser. Et tout ça pourquoi? Pour prendre les meilleures décisions dans mon quotidien de salarié. J'intègre la culture data, je regarde ce qui se passe sur les données grâce à des outils d'analytique et je prends des décisions. Ça, c'est d'accord. Et donc, ce que je mets là, c'est qu'en fait, ce cumul de données qu'on voit, et je vous ai montré notamment sur le graphe tout à l'heure, en fait, c'est un début de cumuler des données, mais ce n'est pas la finalité, ça ne sert à rien. Si vous cumulez des données, et puis j'aurais tendance à même à dire que vous perdez de l'argent, parce que vous allez stocker un volume énorme que vous n'allez pas utiliser. Vous allez payer sur l'argent. Donc, du coup, cumuler des données, c'est un début, les faire fructifier, c'est la finalité. D'où la notion de data-driven. Est-ce que vous avez des questions? Ah, t'es sûr. Et donc, le conseil pour débuter, enfin, les conseils pour débuter, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, en fait, effectivement, je viens vous présenter plein de choses. Il y a plein de choses peut-être nouvelles pour vous, je ne sais pas, on va en discuter après, mais il y a plein de choses à mettre en place. Ce que je vous dis là, en fait, c'est que il va falloir commencer sur un petit périmètre. Donc, soit vous partez sur un périmètre de données, tiens, ce sont toutes les données de la compta, ou toutes les données de la com, ou toutes les données, peu importe, commerciales, je ne sais pas. Je démarre là-dessus, et je me dis, eh bien, sur ce petit périmètre, je vais travailler la qualité, les définitions, les données, quoi, et puis peut-être l'anthropodonée. Donc, en fait, je démarre sur un périmètre qui est restreint. Ou alors, je peux me dire, en fait, non, là, j'ai des vraies problématiques de qualité partout dans mon entreprise, et ben, je vais travailler en premier la qualité. Je pars sur le processus qualité, enfin, il y a plusieurs processus à mettre en place, il y a plusieurs méthodes à mettre en place, mais je pars sur cet axe-là, et c'est ça que je vais faire. D'accord? C'est-à-dire qu'on a deux aspects, soit les données, soit les dispositifs. Soit données dispositifs, hein, c'est possible aussi. Ensuite, évidemment, le principe, c'est pas de réinventer la roue, d'accord, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà faites et on n'est pas en train de dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, loin de là, loin, mais vraiment loin de là. C'est plutôt de s'appuyer sur les éléments existants. D'abord, les identifier. Ce qui m'est arrivé une fois, en fait, quand on m'avait demandé de travailler sur la qualité, en fait, en transverse entre 4 entités, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une des 4 entités qui avait déjà démarré de travail sur la qualité parce que dans leur quotidien, bon, c'était partie finance, hein, mais dans leur quotidien, ils avaient des grosses problématiques de qualité, donc ils avaient déjà mis en place des process, des suivis de qualité, des comparaisons, etc. Et donc, du coup, on a récupéré ça en disant, ça c'est super, comment on peut le répartir, peut-être le réorienter un peu, mais le répartir sur toutes les autres entités, sur les autres entités. Donc, c'est bien de diagnostiquer les éléments existants et puis de définir évidemment la cible à atteindre. Ce que je vous disais tout à l'heure, la stratégie, si je ne sais pas où je veux aller, c'est un peu compliqué en fait. Hein, le bateau, il navigue un peu à vue. Et donc, forcément, on va le déployer de façon itérative et pragmatique. Par étapes. Et pratico-pratique, ça doit répondre à des problématiques du quotidien des gens. Si c'est pour, je vais caricaturer et faire exprès, mais c'est pour m'amuser, ça sert à rien. C'est pas la raison. Ok? Oui. Oui. Définir la cible à atteindre. Oui. Par exemple, lorsqu'on fait une recherche de fichiers de prospection, oui. On va le mettre dans l'entreprise, dans mon intelligent, et chaque fois je rajoute des choses, numéro de ciel, numéro de TVA, etc. Parce que je me dis ces données-là vont me servir pour plus tard. Oui. Est-ce que c'est une perte de temps ou c'est un problème de justement de définition de cible? Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a une première chose déjà de se poser, quand je parle d'un client, de quoi je parle? Son nom, son sirène, je sais pas, son chiffre d'affaires, j'en sais rien. Et quand je récupère ces données-là, j'en fais quoi? Pourquoi j'en ai besoin? Pourquoi je me dis qu'il faut que je récupère le chiffre d'affaires? À quoi ça me sert? Parce que tant qu'on n'a pas identifié à quoi ça sert, en fait, on va récupérer une donnée, perdre du temps que finalement, peut-être jamais on utilisera. Donc, il vaut mieux anticiper en se disant, je veux suivre mon client. Par exemple, si c'est, je ne sais pas la problématique, mais si la problématique, c'est de dire, je veux suivre mon client, ok, qu'est-ce qu'un client? Eh bien, un client, comment tu le définis? Eh bien, un client, pour moi, c'est son sirène, son nom, je passe à la réseau social, peu importe. Ok,
Est-ce que toutes ces données, on les a déjà? Oui, je les ai. Bon, je les ai pas. OK, comment on les récupère? Et à quoi ça va servir? Qu'est-ce que demain, avec ces données, on peut tout de suite faire? Eh ben, j'en ai besoin parce que mon chiffre d'affaires, finalement, ma cible, je ne veux pas les clients qui ont moins de 1 million. Je dis de chiffre d'affaires. Je dis n'importe quoi. Mais voilà. OK, très bien. Donc, tous ceux qui sont en dessous, je vais les récupérer ou pas. Et si je les récupère, et si je les récupère mais que j'en fais rien, ça veut dire qu'il faut quand même que je réfléchisse à ah oui, mais j'ai dans ma stratégie ma vision de demain. Aujourd'hui, je ne veux qu'au supérieur à 1 million de chiffre d'affaires, mais demain, je vais proposer un service ou un produit pour les 500 000, 1 million. Tu vois, je pense. Et à ce moment-là, ça a une raison. Mais donc. Excuse-moi, mais est-ce que nous, pareil, par rapport à la structure, est-ce qu'on ne se perd pas justement à essayer de récolter le maximum de données en se disant justement ça va me servir? Eh bien non, oui, c'est une erreur de faire ça. Effectivement, c'est complètement une erreur. C'est pour ça, c'est une perte de temps à partir du moment où tu n'as pas anticipé le pourquoi. C'est-à-dire que ça va peut-être me servir un jour, ben oui, c'est comme toutes les maisons sont remplies de ça va peut-être me servir un jour. Sauf que ça va peut-être me servir un jour, ben ça stocke dans mon maison. Voilà, c'est tout. Donc du coup, et puis on oublie en plus. Hein, c'est exactement la même chose de ça va peut-être me servir un jour, et puis en fait j'ai complètement oublié que je l'avais. Et donc je rachète. Et bien là, c'est pareil. Donc il vaut mieux en mettre, tu vois, si on se dit, on définit un périmètre de données, je prends peut-être 15 données, voilà, parce que ces 15 données-là, je sais qu'elles vont être pertinentes et me servir dans mon quotidien. Et si demain, il y a une des données que je n'ai pas prise et que j'aurais dû, c'est pas grave, il est toujours temps de la rajouter. On n'est pas, tu vois, c'est pas comme si c'est terminé, quoi, je ne peux plus la revoir. Tu vois, si à un instant T, tu aurais pu l'avoir, à un instant T plus 1, tu l'auras aussi. Donc, il vaut mieux le faire dans l'autre sens, effectivement. Peut-être qu'un jour, ça me servira. Non. Et en plus, tu vas payer le stockage. En plus, tu vois. Et puis alors, je tire jusqu'au bout. Et en plus, environnementalement parlant, plus voilà. Donc, finalement, il n'y a rien qui est dans cette démarche-là. Enfin, en tout cas, ça ne sert à rien. Ça va pour vous? Je n'ai pas trop envie. Oui, quand même. C'est bon? Pas d'autres questions pour l'instant? Même à distance? Non? Ok. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on vient de dire, en fait, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que c'était un nouveau métier. C'est pas un projet, d'accord? Que ce métier se situe, comme je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, à la croisée des chemins entre les techniciens, les fonctionnels, alors les fonctionnels du métier, voilà, et la data. Okay, c'est vraiment un métier au milieu des trois, en fait. Enfin, au milieu. Tout le monde travaille ensemble, hein, d'accord. Sa mise en place doit être progressive. Évidemment qu'aujourd'hui, et puis demain, tout est fait, ça ne marche pas. Ça doit être progressif, ok. Et puis, il faut absolument savoir d'où on part, où on veut aller et avec qui on est dans le bateau. D'accord. Ce que je vous disais tout à l'heure, la maturité, c'est très important de l'intégrer dans votre connaissance de ce qu'il faut faire, parce que du coup, si vous ne faites pas, en fait, vous allez piloter le bateau et ça risque de faire problématique parce que la personne, elle ne sait rien tout faire et vous avez cru qu'elle était capable de conduire le bateau. Donc, si on n'a pas identifié la maturité, on ne marche pas bien. Et puis, la donnée n'a de valeur que si elle est utilisée par le métier. Je persiste et je cite. La notion de métier, on pourrait se dire, la donnée n'a de valeur que si elle est utilisée par les métiers, y compris les métiers tech. Ce que je veux dire par là, c'est que le technicien, enfin celui qui travaille dans la technique, pardon, au niveau DSI, au niveau système d'information, il va avoir besoin, dans son métier à lui, d'avoir des données, de log, peu importe, de sécurité, etc. Et c'est son métier à lui. Donc, la donnée n'a de valeur que si elle est utilisée par le métier. Ce n'est pas une notion de stockage, c'est une notion de à quoi ça me sert dans mon métier, y compris pour les techniciens. Vous voyez la différence? Vous comprenez le lien entre la différence entre les deux? Voilà, et puis faites de vos données un atout stratégique au service de vos activités.
Est-ce que vous avez des questions? Parce que si vous n'en avez pas, moi j'en ai trop. Les questions à poser. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Enfin, en tout cas, c'est un peu prêt. Ouais, ça va. Ok. À distance non plus, pour l'instant, il n'y a pas de. Alors. Ça fait sourire ici. Alors, comment estimez-vous la maturité de votre organisation de façon globale? Ce que je vous disais tout à l'heure, de façon globale, parce que, et après, je vais vous poser la même question, mais pour vous, en fait, ou pour votre entité. Enfin, voilà, je ne sais pas, en fait, voilà, qui, sauf toi, mais je ne sais pas qui vous êtes chacun, mais du coup, comment vous estimez la maturité de votre organisation? Est-ce qu'elle est plutôt non structurée, silotée? Vous vous rappelez, hein, c'est ce qu'on a vu sur la maturité, transversale ou data-driven? Plutôt silotée. Ok. Ok. Silotée aussi? Ouais. Ah oui, c'est non structuré d'un côté et siloté de l'autre. D'accord. Parce qu'il peut y avoir un parallèle des organisations selon la matière. Oui, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure, par service et même par individu. On peut avoir une vision globale de la structure, et puis après par service et par individu. On est vraiment effectivement dans différents axes. D'accord, donc plutôt non structuré et siloté pour vous, enfin une partie non structurée, une partie. Oui, non, une partie pour une partie siloté pour une partie juridique et légale, et non structuré pour une partie commerciale. D'accord. Voilà. Avec ça, au quotidien, les informations qui sont silotées doivent passer dans la partie commerciale, doivent mieux passer dans la partie commerciale. Donc, il faut faire le tour faire ça. Il faut passer. Et oui, il faut aller là. Mais ceux qui sont en non structuré, il faut d'abord les faire passer là. Hein. Parce que de là à là, parfois ça peut grincer. Donc, non structuré, siloté transversal, data-driven. Après, on a peut-être des possibilités de faire beaucoup plus rapidement, je vais mettre entre guillemets, pour que ça passe. Il faut voir les problématiques et comment faire. Donc, ce que je veux dire, monsieur, par exemple, il faut d'abord qu'il structure son côté commercial, donc il crée un deuxième silo avant de pouvoir travailler ensemble. Alors, ça va dépendre des problématiques. On peut très bien se dire qu'on passe au. Comment? Ouais. Non, on peut très bien se dire qu'on passe au transversal, mais il faut s'assurer que les personnes, selon la maturité, sont capables d'y aller. C'est-à-dire que si c'est trop rapide, quand je monte à une échelle, je ne vais pas essayer d'atteindre le 3e barreau si je suis en bas d'échelle. C'est trop difficile. Donc, il vaut mieux passer au 1er barreau d'échelle si on voit que, je ne sais pas, je suis pas assez grand, j'en sais rien, enfin voilà. D'accord? Donc, c'est comme un barreau d'échelle, en fait. C'est la même chose. Il faut identifier la maturité, où est-ce qu'ils en sont, et est-ce qu'on peut y aller. Et puis, il y a la conduite du changement aussi. Et il y a certaines, les étapes de la conduite du changement ne sont pas, sont vraiment à mettre en place, ne sont pas à mettre de côté en fait. C'est très important parce que si on les accompagne pas, on n'y arrive pas. Donc, oui, on peut de l'un directement au enfin du non structuré au transversal, si et seulement si je sais qui est dans le bateau et s'ils sont capables d'y aller. Oui, avec la précision sur laquelle la transversalité suppose qu'on soit plusieurs. Quand on est seul, la transversalité elle ne se pose pas de question. Non, complètement. D'une part, et d'autre part, il peut exister par domaine une fonction qui soit, une activité qui soit structurée et silotée. Je m'explique. Vous pouvez avoir un fichier commercial qui est récent, auquel vous adressez une série d'informations, mais le fichier commercial n'est qu'un dixième de l'ensemble du fichier dont vous disposez, et l'information juridique que vous passez est un exemple de ce que vous devriez passer à l'ensemble de votre fichier. Donc vous avez une cohabitation assez bizarre de transversalité sur un projet, mais de non-existence sur tous les autres. Ce qui peut être une expérimentation intéressante pour ensuite. Voilà, grossir. On est d'accord. Ça peut être une façon. De machin, c'est donc comment je vais pouvoir faire. C'est ça, ça peut être une passer façon à la de test. c'est pas évident. Oui, complètement. Mais ça peut être, j'ai défini mon périmètre, le petit périmètre du 1/10, je vois comment ça marche. Est-ce que j'ai des problèmes
est-ce que je comprends les problématiques, etc., que je résous au fur et à mesure. Une fois que c'est résolu, eh ben, du coup, je peux le mettre peut-être plus facilement en échec. De passer plus facilement en échec. Tout à fait. Donc en fait, il n'y a pas de, alors absolument de non structuré siloté, puis de siloté à transverse. Non, il y a quelle est la problématique, à quoi je vais y répondre, à quoi je vais répondre, et comment, et avec qui je suis. Et à ce moment-là, après, on va comprendre. D'accord. D'autres non. Donc plutôt siloté à peu près, hein, non structuré, siloté, un peu entre les deux là. Ok. Et à distance, du coup, ils n'ont pas fait de commentaires. Ok. Alors, si je continue. À votre avis, pour vous, quels sont les principaux enjeux de data management que vous identifiez dans votre organisation? Donc là, je vous propose 5 propositions. La connaissance partagée de la donnée. Finalement, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré que, en fait, le data management, ça va permettre de partager cette donnée. Donc, est-ce que dans les enjeux que vous avez dans votre organisation, c'est un point qui est problématique? Est-ce que c'est la fiabilisation des données? Est-ce que vous avez des problèmes de qualité de données? Est-ce que c'est un deuxième enjeu que vous pouvez avoir? Est-ce que ça manque de valorisation des données? Est-ce que c'est un enjeu que vous avez? Est-ce qu'il y a la définition claire des rôles, plutôt la gouvernance? Est-ce que c'est un enjeu que vous avez au sein de votre organisation? Ou d'autres enjeux, et à ce moment-là, lesquels que vous identifiez? J'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Et évidemment, j'ai mis enjeu au pluriel, hein, parce que potentiellement, il y en a plusieurs. Donc, est-ce que vous avez des enjeux comme ça que vous identifiez dans vos structures? Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous aussi? Est-ce que potentiellement, on peut ne pas savoir? Voilà, c'est possible aussi. Il y a quelqu'un qui veut prendre. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai que la valorisation des données, pour nous, la chose la plus importante. Je disais, on est une agence de communication. Il est très basé sur la vidéo, vidéo photo, et ça génère énormément de données. On a plus de 100 terrains. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça. À quelle question tu veux répondre? C'est exactement ça. Alors, c'est toujours, ça revient un petit peu là-dessus tout à l'heure. On en a au cas où. Ah oui. Mais le au cas où, aujourd'hui, c'est plus de 100 terrains de données. Donc, ça commence à... Et stocker finalement une vidéo, pardon. Oui, et c'est pas fini, puisque sur notre projet en cours, sur 2027, on rentre à peu près 1 Tera par mois, minimum. 3 Tera par mois. Donc ça va continuer. Donc qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. Et en même temps, stocker des vidéos, des photos, etc. Alors, quand c'est des vidéos, des photos de mes enfants, etc., c'est une chose. Quand on est dans le contexte professionnel, finalement, qu'est-ce que je vais en faire en fait? C'est toujours la même question. Là, je discutais avec un de mes clients, en fait, qui ne stockait pas les photos, qui faisait, bon, voilà, je ne peux pas trop vous en dire, mais ne stockait pas les photos. Et en fait, ce qui se passait en ne stockant pas les photos, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas les utiliser pour intégrer dans un modèle de machine learning pour apprentissage. Donc voilà. Donc, à contrario, eux ne stockaient pas parce que problème d'espace, problème de stockage, etc. Mais finalement, quand je me pose la question de qu'est-ce que je vais en faire, ça c'est hyper important parce que ça va développer quelque part un axe pour l'entreprise qui est un des axes structurants. Donc, on va changer ça, on va stocker. Maintenant, faire l'inverse, de tout stocker pour au cas où, c'est toujours pareil. J'ai dans ma maison plein de trucs du au cas où, mais je ne l'utilise pas. Oui, mais justement, c'est grâce à l'avancée technologique aujourd'hui. Le au cas où il y a 5 ans devient une matière valorisable. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a fait partout dans le monde, donc on a vendu à nos clients ce dont ils avaient besoin, ce pourquoi on avait été payé. Oui, bien sûr. Mais sur le flot de ce qu'on applique lors de ces placements, on peut maintenant valoriser ces images. C'est quelque chose qui a, on peut dire, une dizaine d'années, on pouvait pas faire. Ah oui. C'est-à-dire que sur des plateformes, on fait de la vente d'images, de droits, des choses comme ça. Ah oui, donc, ce qu'on n'avait pas anticipé, mais qu'on avait gardé, devient aujourd'hui, on va dire, valorisable.
Mais oui, alors complètement. Donc c'est pour ça que on est toujours tenté de se dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? En fait, j'aurais tendance à dire quelle est l'orientation de la stratégie de l'entreprise. En fait. Est-ce que l'entreprise a une orientation sur pourquoi pas un jour je veux vendre mes données, en tout cas dans ton contexte, hein, pourquoi pas un jour je vendrai mes données, ou est-ce que la stratégie c'est je veux, je sais pas moi, développer plus de photos partout dans le monde et pouvoir, j'en ai aucune idée si c'est possible, hein, mais j'ai cette idée-là en tête, voilà, qui me vient, identifier, je ne sais rien, la biodiversité, si c'est quelque chose que tu fais dans tes photos. Je ne sais pas si c'est envisageable, tu vois. Et du coup, on n'aura pas la même façon de stocker les données, enfin, en tout cas les vidéos ou les photos en l'occurrence. Si tu dis, ben, je veux identifier la biodiversité, je vais stocker les photos qui sont avec un cadre environnemental autour. Et pas, je sais pas, et encore que, et pas les bâtiments ou les personnes elles-mêmes. Voilà. Et à ce moment-là, tu ne stockes pas de la même manière. Tu vois, en fonction de la stratégie que tu vas orienter, ben, tu ne vas pas faire la même chose. Oui, et moi j'ajouterais une chose par rapport à ça, c'est le séquencer dans le temps. Il signifie donc que, en termes de stratégie, la planification sur 2 ans est différente de celle d'il y a 4 ans, de celle pour le 4 ans, de celle pour les 6 ans. C'est plus difficile, mais le fait de pouvoir coucher sur le papier ce que je veux faire à 2 ans, ce que je veux faire à 4 ans, ce que je veux faire à 6 ans, et de le compléter, parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre vision, on peut la changer d'ici l'année prochaine, sur les 4 ans et 6 ans, permet à ce moment-là d'orienter la gestion de la donnée, je pense, de manière un petit peu cartésienne. Oui, mais c'est complètement. Voilà. Complètement. En fait, c'est pour ça que je parlais de stratégie tout à l'heure. C'est qu'en fait, on vient coller à la stratégie. Donc, elle peut changer, bien entendu, la stratégie. Elle peut évoluer dans le temps, et à ce moment-là, on va faire évoluer la donnée en même temps. Mais du coup, c'est un cercle vertueux, en fait. La stratégie alimente la stratégie data, qui alimente la stratégie, et ainsi de suite. En fait, le nombre de fois où, là, j'ai une entreprise qui me dit oui, alors, on a des données, mais il faut que tu viennes nous aider parce qu'on ne sait pas comment faire. Bon, bah, depuis, ils se sont dit qu'ils allaient créer un nouveau module, c'est un logiciel, ils allaient créer un nouveau module utilisant et mettant à disposition les données pour leur client. Ce n'était pas du tout quelque chose qu'ils avaient dans leur stratégie au départ. Donc finalement, ça fait évoluer la stratégie de la structure au même titre que ça fait évoluer la stratégie de la structure de la data. Oui, je pense que dans le data management, on doit rentrer une réflexion préalable en amont, révisable chaque année par des spécialistes métiers dont ils pensent que leur métier peut évoluer de telle ou telle manière dans les années à venir. Oui. Ça, on n'en fait pas l'économie. Non. Pour pouvoir avoir la visibilité sur le stockage des données. Oui, et j'aurais aussi, ça c'est la vision, on va dire, que j'appelle en fait du métier qui descend de la donnée. Et j'aurais l'inverse aussi, je pense qu'il faut rassembler les deux. C'est la vision du métier qui descend vers la donnée et la vision des données qui montent vers le métier. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois des experts qui m'ont dit, oui, moi je sais que c'est comme ça, ça se passe comme ça. Moi je vais voir dans les données. Et là je leur dis, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Et en fait, il y a des visions d'experts qui se réorientent en fonction aussi de ce qu'on peut voir dans les données. Donc en fait, les deux, il faut les faire cohabiter et que l'une alimente l'autre aussi, dans les deux sens. C'est énorme. Et poteau. Et puis pour reprendre votre tableau, la connaissance partage des données, fiabilisation des données, je crois qu'il y a au bas, le stade primaire, le regroupement des données avant la connaissance. Savoir que on peut picorer à droite, à gauche et au milieu pour pouvoir à un moment donné en faire un fichier qui soit. Oui, du coup l'autre enjeu, vous mettrez c'est intéressant ça. Parce qu'effectivement, on pourrait parler de stockage de la donnée, finalement c'est de peut-être un peu d'interopérabilité, en fait, de faire en sorte que tous se parlent entre eux, et donc ça arrive par l'intermédiaire d'un entrepôt-données à la base, en premier. Oui. Oui. Non, je me demandais très basiquement, ok, on a les données, en fait, on ne sait pas les exploiter. Est-ce qu'on peut trouver un data un spécialiste? Ah, où est-ce qu'on peut trouver un spécialiste? Alors, ça soit cru. Difficilement. Difficilement, actuellement, en fait, ça manque de profil, hein, parce que c'est
voilà, ce que je vous disais au départ, c'est aussi pour ça que je vais former dans les universités, enfin, alors master, parce que voilà, demain, ils travaillent, donc au moins, ils ont déjà ça en tête. Ça manque de profil, en fait. Après, des personnes qui font le métier que je fais moins, en fait. Il y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, c'est un des nouveaux métiers. Donc après, par exemple, moi, je suis en train, là, il y a une data scientist qui a été intégrée dans une entreprise, et en fait, je coach cette data scientist, parce que je connais le métier de data science, c'est bien aussi, côté droit à la valorisation, et je suis en train de la coacher pour intégrer l'aspect data management, et pour en faire finalement un chief data officer, c'est-à-dire quelqu'un qui pilote la donnée. Donc, on n'est pas obligé de recruter des gens externes, on peut, avec les éléments, là, je suis en train de travailler avec une entreprise, ils ont un scientifique très scientifique, très composé, mais qui en fait n'a pas de connaissances. C'est pas grave, je l'accompagne, je professionnalise. Donc on peut aussi faire avec les personnes qu'on a dans le quotidien, il y a une petite fibre qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aller voir ce qui se passe dans un autre métier peut-être que le sien, et qui, avec l'espèce d'aide pendant un temps, lui permet de prendre son envol. En fait, l'accompagnement, en tout cas, ça c'est ma vision, la façon d'accompagner en fait, les gens, c'est d'arriver à le transmettre, et après ça va tout seul. Et donc, du coup, voilà, de prendre aussi quelqu'un qui a une sensibilité là-dessus, et puis de le faire progresser. Parce que c'est évident que demain, vous prenez un data scientist. Alors, j'ai aussi un exemple, ça fait penser à ça, un client qui me dit j'ai posé une annonce pour un data scientist, et ben, j'en ai recruté un, bon, ben, il n'est pas venu, un deuxième, ben, il n'est pas resté, un troisième, il est venu, il n'est pas resté. J'ai dit, mais peut-être parce que ta réflexion sur ce dont tu as besoin n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, data scientist, entre guillemets, c'est le Graal, quoi. Enfin, sur ces métiers-là, c'est entre guillemets le plus haut niveau. Enfin, voilà. Sauf que faut peut-être un data engineer, faut peut-être un data analyst, faut peut-être quelqu'un du métier qui devienne cet aspect data. Et c'est peut-être pas avec quelqu'un d'extérieur. La preuve, c'est qu'eux ont fait ça. Et en fait, ils se trompent. Et du coup, ils ont enlevé leur annonce et on est en train de voir pour structurer, pour savoir ce dont ils ont besoin, pour pouvoir aller vers les bonnes personnes. Il y a aussi ça, la conscience de ce dont j'ai besoin, en fait. Et data manager, ça n'existe pas. Enfin, juste, voilà, data manager, ça n'existe pas. Ou alors, il y a des gens qui se disent data manager, mais qui sont techniciens, en fait, des informaticiens, parce que data manager, en France, dans les pays francophones, on entend beaucoup data manager légal, technicien. Alors que, non, c'est deux choses différentes. C'est un métier différent. Donc, pour répondre à la question, c'est pas facile. Peut-être que vous avez déjà des gens dans votre entité qui sont capables de progresser vers ça, en fait. Et voilà, d'être un peu coaché pour arriver à faire que ça marche. Oui, donc déjà, sur le domaine, ça s'appelle l'action de formation en situation de travail. Voilà. De la gestion de carrière. Voilà. Donc, voilà. Ce sont des choses qui parlent de l'analyse potentielle, de l'envie, vous l'avez dit, des formations d'accompagnement, des aides d'accompagnement. Voilà. Mieux. Ouais. On va faire évoluer. Maintenant, c'est pas demain que vous aurez votre data scientist ou data manager, ou sais-je. Alors, ça montrera pour progresser. Ouais, et puis c'est vrai que là, par exemple, j'ai accompagné il y a 3 ans maintenant, c'est ça, j'ai accompagné une personne qui a été nommée gestionnaire de données. Donc, il y avait une petite appétence, mais alors, gestionnaire de données. Et en fait, quand ils m'ont sollicité, du coup, je l'ai coaché pour professionnaliser ce poste-là, en fait. C'était quelqu'un qui venait du tourisme, de l'hôtellerie exactement, donc rien à voir avec le sujet, et qui finalement en fait a pris conscience, elle faisait de l'Excel dans son ancien métier, a pris conscience de l'intérêt et est en train de monter en compétence, changement de posture, parce que je travaille ça aussi, forcément, parce que si je suis avant dans l'hôtellerie et que maintenant je travaille dans tel métier avec tel objectif, forcément il faut que je change de posture. Donc j'accompagne là-dessus, pour que justement ça puisse prendre son envol. Et quelque part, alors il n'y a pas de data scientist, et finalement c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, parce qu'on n'a pas besoin d'un data scientist, c'est-à-dire qu'il soit capable de faire des modèles mathématiques pour répondre à des besoins. Il y a très peu d'entreprises qui en ont vraiment besoin, en vrai, si on regarde aujourd'hui, en termes de maturité. Donc plutôt on parle de business intelligence, de création d'indicateurs, etc. Pourquoi pas un peu de data mining, et donc j'accompagne là-dessus. Donc en fait, on a peut-être
un souhait de monter directement en troisième barreau d'échelle, alors que finalement, si déjà je monte premier, ça révolutionne, je vais m'imprimer, la situation. Donc, voilà. Donc peut-être plus identifier une personne qui soit capable ou intéressée, et puis après faire progresser là-dessus. Plutôt que d'aller chercher, et puis, je vous le redis, posez vous la question de vraiment quel est le type de métier dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça va? D'autres questions à distance? Non. Alors, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas à quelle heure il est. Ouais, ça va. Et donc, j'ai une dernière question pour vous. Alors, quels sont vos prochains challenges autour de la data, à votre avis? Est-ce que vous identifiez des freins? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui vont poser problème? Et si oui, dites-moi que je puisse peut-être essayer de vous aider pour répondre. On va pas annoncer le volume. Le volume sur une certaine partie, en termes techniques, c'est le volume de data à traiter et à classifier, valoriser. D'accord. Donc ça, c'est plus un profil de data engineer, d'accord, qui en fait va être capable d'identifier. En fait, un data engineer, c'est en fait l'informaticien de la data. D'accord. Et donc, il est capable de travailler dans le contexte de big data. Parce que finalement, quand on est sur des terrains, forcément, on est dans un contexte de big data. Donc, il y a des outils spécifiques par rapport à ça. Et donc, un data engineer pourrait répondre à ça. Après, on peut échanger. Voilà, puis je peux t'aider en fonction voilà, si tu vois que la problématique aujourd'hui, c'est une problématique de stockage, il y a déjà des éléments à mettre en place en amont de la partie technique. Tu vois, parce que le comment viendra quand l'amont est bien structuré. En fait. Voilà. Ouais. Ah oui, de toute façon, oui. La partie de la carte SD, la NAS. Bon. Ouais, c'est ça. Mais, voilà. Ouais. Et le data center, on est en lien avec beaucoup de data center, etc. On ne peut pas travailler avec eux parce que les données sont en test constamment. C'est un flux de données constant. Ben, il y a peut-être du pré-travail à faire. C'est-à-dire que ce qu'on intègre dans un entrepôt de données, ce sont des choses. On a deux notions, le data océan, je mets tout et je ne me pose pas de questions. Et j'ai le travail de data warehouse, plutôt data lake, data warehouse, pardon, où je viens pré-travailler la donnée et je ne stocke que ce qui va un jour pouvoir me faire répondre à des questions. C'est-à-dire que tout stocker ou pré-travailler la donnée pour ne stocker que ce qui est utile, c'est peut-être aussi une solution. Ou un mix des deux. Sur une certaine partie, on stocke tout, et sur l'autre partie, je ne sais pas, et ben ça, on stocke ça. Tu vois, il y a peut-être du travail aussi en amont de réflexion sur ça, en fait. Plutôt que de prendre le tout venant, en fait, tout carrément. Et donc, qui diminuerait les problématiques de stockage. Si c'est travaillé en amont. Voilà. La problématique de stockage, c'est comme je disais pour la maison, c'est qu'arrivé au moment où on sait qu'on l'a, on sait que c'est 100 Tera à chercher. Ouais. Bon, c'est plus ou moins, c'est quand même organisé, hein. Pas non plus, hein. Mais c'est vrai que pour moi, un peu plus, moins technique, plus commercial, je dois répondre à mes clients. Et bien, il y a des moments où c'est compliqué de pouvoir répondre sur le délai, des choses comme ça, parce que justement, je n'ai pas cette vision sur la donnée et sur ce qu'on est en train de faire. Donc, ça me pose un peu de temps en temps souci. Moi, c'est pas régulier, mais voilà, ça, c'est un frein, par contre, à l'autre côté de gestion commerciale. Et oui, de vente, d'accélérateur de vente. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, ce que tu viens de poser là, c'est-à-dire que tu viens de je dirais, poser une question. Comment je peux savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la data, etc. Ben ça, tu vois, c'est un premier travail de se dire, bon, je pose mes questions, ok, quelles sont les données à ma disposition? Vous pouvez regarder, alors je ne l'ai pas mis là, mais vous pourrez regarder une méthode qui s'appelle CRISP, D-M-C-R-I-S-P, CRISP,
DM, qui est en fait une méthode de comment est-ce qu'on suit, comment on met en place pardon, de la valorisation de données, en fait. Et la première des étapes là-dessus, c'est comprendre les besoins de métier. Ton besoin de métier, c'est de savoir où on en est sur la data. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, on va travailler là-dessus, mais tu vois, comprendre où on en est sur la data. Ok, une fois que j'ai bien cerné mon besoin, c'est d'aller regarder les données que j'ai à ma disposition, comprendre les données à ma disposition, après pouvoir les retravailler et puis répondre à donc en regardant, alors l'étape liste, c'est une méthode théorique, hein, mais qui vous détaille en fait les différentes façons de travailler sur le sujet. Est-ce que vous voyez d'autres freins ou challenges ou challenge? La distance aussi peut-être. Enfin, à distance ou ici, par exemple. Non, il y a juste définir le passage, le moyen entre la donnée brute et puis l'objet de sortir la donnée du fichier. Le chemin le plus utilitaire, le plus rentable, comment dire, c'est quelque chose qui est une voie de raisonnement, mais pas seulement, parce qu'il y a, on a vu la voie culture, évolution des métiers, et il y a aussi des voies de communication qui sont importantes. Donc, selon les moyens dont on dispose, il faut plutôt privilégier un seul objectif et pas les cumuler, parce que là on se plante. Oui, alors on est d'accord. Et ça me fait penser à cette chose-là, c'est en fait finalement la donnée, où est-ce qu'on la récupère? On la récupère derrière un processus. Parce qu'à un moment donné, alors un processus décrit ou non, hein, mais il y a une méthode de travail qui fait que je récupère ma donnée. Peut-être qu'il faut déjà aller sur ce processus-là pour identifier finalement qu'est-ce que je récupère, comment et pourquoi, pour simplifier finalement et orienter la stratégie d'aujourd'hui et de demain. Parce que les processus sont faits par les experts métiers. Ils sont dans les entités, dans les directions et donc du coup forcément ça peut accompagner cette réflexion aussi. Ok. Alors, là, je vous ai mis en fait, bon, pour aller plus loin, en fait, il y a les assises de la data. Voilà, si vous êtes intéressés, c'est tous les ans. Donc là, c'est la dernière année, enfin cette année, c'était au mois de janvier. Il y a l'ouverture qui est faite des assises de la data que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui est plutôt très bien faite. Je trouve qu'elle est très bien réfléchie, etc. Voilà, il y a beaucoup de code derrière ça, mais je trouve qu'elle est très très bien faite. Donc si vous voulez aller la voir, et après vous verrez dans les assises de la data, en fait, il y a énormément d'interventions de différentes personnes. Voilà, des grands groupes, etc. Donc là, je vous laisserai. Mais du coup, cette partie-là, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Le DAMA, donc il y a un site internet sur le DAMA. Voilà, si vous voulez aller regarder un peu. Et puis, j'ai fait un article dans le journal des entreprises, Région Sud, édition de Zéland. Si ça vous intéresse de regarder, de voir un peu, j'ai été interviewée par la journaliste. Si ça vous intéresse, voilà. Oui. Enfin, tu les enverras. Enfin, voilà. Oula. Alors, c'était merci de votre. En fait, je sais pas. Voilà. Oui, ben oui. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas, sollicitez-moi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Si vous avez besoin d'autres informations, des échanges ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis voilà, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci. Du coup. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu le magasinier de la data. Le magasinier de la data. Un magasinier, c'est quelqu'un qui va chercher des pièces.
exactement ce qu'on peut dire, qui organise, Oui. je parle dans l'industrie. Oui, oui, c'est vrai, tu as Et raison. en fait, là, c'est ça. Oui, oui, tu as raison. Magazine. Oui, c'est fini. Merci. Oui, oui, tu as raison. Oui, c'est où sont placés ces Oh, achats, c'est bien. Il y a des organismes aussi. Et maintenant, pour la révolution,